committee to get that. That's where the funding is dealt. He doesn't want the committee to get that. You don't care. Mais c'est quoi? Quelque chose par ton le monde va s'appeler. Ben, vite quand vous voulez, hein, quand vous êtes prêts. Oh, il est là. Là, j'ai plus d'Internet. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre deuxième réunion. Adoption de... Non. L'ouverture de la réunion à 8h12. Satisfait. 11. Caroline invite. Adoption de l'ordre du jour. Madame Simard, voulez-vous nous lire ça, s'il vous plaît? Secondaire, M. Zapp. Tout le monde en faveur? Est-ce qu'il y a des intérêts pécuniaires? Merci. Délégation et présentation. Nous avons une présentation de Mme Natacha Machado de la Conservation de la Nation Sud concernant les résultats de l'étude des eaux souterraines de Clarence Rockland. Good. Where are you? Bonsoir, good evening. Je ne suis pas Natacha, moi c'est Benoît Duquet. Je présente Natacha Machado, spécialiste en communication à la Conservation de la Nation Sud, et Tessa Diorio, qui est notre hydrogéologiste et notre chef inspectrice en gestion des risques pour la protection des eaux. Alors, on est ici ce soir, premièrement, je vous remercie de m'accueillir chaleureusement. On est ici ce soir pour faire juste un petit bulletin de nouvelles sur nos services, nos programmes et surtout vous informer sur nos résultats de notre étude des eaux souterraines de Conseil. Alors, pour débuter, pour vous rafraîchir la mémoire, la Conservation de la Nation Sud, on est un des 36 offices de protection de la nature d'Ontario. Donc, notre territoire couvre environ 4300 km² et on travaille de très près avec 16 municipalités, dont Clarence Rockland. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos programmes et nos services, spécifiquement nos programmes de fonds pour les résidents de Clarence Rockland. On va parler un petit peu de protection des sources d'eau et puis finalement, on va parler de l'étude des eaux souterraines. OK, merci Benoît. Alors maintenant, je vais vous donner des informations au sujet de nos programmes de foresterie. Alors, en ce qui concerne le programme Woodlot Advisory Service ou le programme de ressources pour les boisés, je suis contente de vous informer que d'après les rangs des 16 autres municipalités, Clarence Rockland est en premier rang pour le montant de subvention de 500 $ à distribuer à des propriétaires fonciers pour la préparation d'un plan de gestion forestière. Alors, avec ce programme, le programme de ressources pour les boisés, nos techniciens bilingues vont visiter les propriétaires et vont leur donner des options de gestion. Et après, avec un plan et une subvention de 500 $, ils peuvent ensuite économiser jusqu'à 75% sur les impôts fonciers. Nous offrons aussi plusieurs autres programmes de services de plantation d'arbres et aussi des subventions pour l'achat des conifères et des feuillus aussi. Et maintenant, passons à d'autres programmes que nous offrons, d'autres programmes de subvention. Ce programme ici, c'est le programme d'assainissement d'eau. Ce programme est un programme qui est déjà établi pour à peu près 20 ans. Et nous aidons les propriétaires foncières à améliorer la qualité d'eau. Le programme offre des subventions à frais partagés de 1 000 $ à 8 000 $ et selon le projet. Alors, les projets admissibles sont les projets, les bancs tampons, la fermeture des puits et aussi le traitement et l'élimination des eaux usées et de lettrés. Et en 2014 à 2015, nous avons versé 23 000 $ dans les projets complétés à Clarence Rockland. Et maintenant, passons à nos subventions de groupes communautaires. Alors, ça, c'est des subventions liées à l'environnement et c'est des subventions qui sont, nous encourageons vraiment la municipalité ou les groupes communautaires à faire une demande. Les subventions, c'est de 300 $ et pour plusieurs projets sont admissibles, notamment les projets qui favorisent la rivière ou si vous avez des événements, des projets communautaires qui sont liés à l'environnement. Il y a aussi des projets agro-environnementaux et les projets pour la mise en valeur du patrimoine.
Alors, encore une fois, c'est juste une demande et vous pouvez recevoir jusqu'à 300 de subvention pour ce programme. Alors, maintenant, nous allons passer à la mise à jour du programme des protections des sources d'eau avec Benoît. Hello again. Marika was supposed to be here. She's our environmental planner who helps out with the source water protection program. Unfortunately, she couldn't be here tonight, so I'm just taking her place. So the last time I was here, I think it was in May. Excuse me. I had a full 10 minutes to talk about source water protection, but now I have about a minute and a half. So I'll just let you know what we've been up to since May. So as you know, the policies from the source water protection plan have been in effect since April 1st, 2015. And so we're currently working with municipal staff to screen applications, whether they are construction or building applications or planning applications, just making sure that any new or proposed development doesn't have an impact or a negative impact on significant drinking water sources. And we are also currently reviewing the zoning bylaw, the new zoning bylaw of the city, to make sure that Clean Water Act considerations are also respected. We are also continuously working on our GIS tools, or I guess, computer tools for both municipal staff and for the public. So our source water protection mapping, as you can see here, is available on à la carte, which is a GIS tool used by staff and the public. We also have developed our own GIS tool, which identifies the policies that are applicable on any lot. So this tool on our website, yourdrinkingwater.ca, or your drinking water, so noteaupotable.ca. So this is all available on our website. And finally, outreach and education is one of our key pillars of our source water protection program. So the firefighters from stations 1 and 3 in Clarence Rockland were trained on spills response. We've also sent out brochures and information sheets specific to certain drinking water threats at City Hall, and they're also available on our website. And if you'd like some more at City Hall, we can certainly provide those as well. And we're working on a few new educational programs for 2016. We're hoping to reach out into Clarence Rocklands, maybe talk to a few schools or community groups. So we'll certainly be active in your area, and if you have any suggestions for schools or community groups that we can reach out to, we'd be very happy to hear from you. And now to Tessa for the groundwater study. Thank you very much for having me here today, or actually all of us here today. I presented a bit of the groundwater studies back in 2013, 2014 when we started the project off, and I'm very happy to be here to present some of my final results and to answer any questions that you might have. So just to get into it, development in the rural area is often dependent on private servicing. So what this means is if you have a new development going in, whether it be a single home, a 50-lot subdivision, or an industrial or commercial operation, if it's not attached to a municipal water line, then that you have to find some other way to service that for domestic water. And usually it's going to be a well. When you're looking at a well attached to a house, you're looking for two main things. Number one, you want to make sure you have enough water. So when you start pumping water out of a well, let's say you have a 50-lot subdivision going in, you have to make sure there's going to be enough water for those 50 homes and you're not impacting the existing users. Number two, when you pump water out of that well, you want to make sure that water is potable. It's a good quality to drink, and we look at both aesthetic and health-related drinking water standards, and that's set by the province, so they're provincial standards. In the province of Ontario, before any new lot is created, it's the responsibility of the municipality to ensure that that lot can be serviced. So if you're not on a municipal water line, what the municipality will do is a developer comes in and wants to develop a plot of land. The municipality will require that they go out, because it's the municipality's responsibility, they'll require that that developer goes out and does tests and makes sure that you can get water quantity and water quality. And that those requirements are set out in provincial guidelines. So the developer will go out, they'll drill a bunch of wells, they'll pump test, they'll sample the water, and in some areas in eastern Ontario, we know that there's poor water quality. And this is naturally poor water quality, and this is just left from the, it's just
a relic of the geology that's there. And we have two main reasons where we could have different water quality in the area. One is more than 10,000 years ago, this area was the Champlain Sea, which was attached to the Atlantic Ocean. So we do have marine water trapped in the clays that were deposited at that time. Secondly, when you go below those clays and the sands, you get down to the bedrock. Some of the bedrock in the area is shale. You might have heard the term shale gases. So when you drill down, you might get these shale gases. It tends to produce, shales tend to produce more mineralized water. So you get a lot of the issues you see on the side, like high color, high smell, high taste, or like poor taste. So in the area, there's been the issue where a developer will purchase a plot of land, they'll start their pump tests only to find out that they can't develop because their water quality doesn't meet provincial standards. So back in 2012, 2013, the UCPR came to South Nation and said, is there any way we can develop a set of maps that can set out a screening tool to help identify potential issues before a developer starts spending money? So this will help save time and money for both the municipality and for potential developers. And that's what started the Clarence Rockland Groundwater Study. So it's a pilot project to develop a screening tool to pre-screen development application on private services. So to start off this project, we knew that these maps that we set out across the municipalities were going to be based on the quality of the data that we had. So we went at the beginning of the project and we did a sampling program. The two main used aquifers in the area are the overburden sands, where you get those the dug wells. You might have one at your house, the big concrete ones. So those are shallower. They take from the shallower aquifers. And then number two is we get wells that go right down to the bedrock, and those tend to be the drilled wells. So our sampling program, we sampled right across the municipality in the summer of 2013. Our goal was to sample one shallow well and one drilled well, so a dug well and a drilled well, from each one of those grid blocks. We set out the grid. It's a 2 kilometer by 2 kilometer grid. Before we sampled, we advertised throughout the community. So we did send out, we had presentations, directed mail drop, and ads, and we had over 200 residents volunteer, which was an amazing response. So it shows that the residents of Clarence Rockland really want to know more about their groundwater. And out of those, we ended up sampling 127 wells across the municipality. You can see this is the municipality on the grid. The white dots are all the dug wells, the shallow wells that we sampled, and the black dots are all the drilled wells that we sampled. And this is just some pictures from the sampling program. So it was over a 2-month period. To start off, we would go to, or the sampling crew would go to a house and we'd inspect the well itself, and we would interview the homeowner about their experience about the water. Then the field team would hook up the water sampling apparatus to a faucet that provides untreated water, usually an outside faucet or the faucet right by the pressure tank. They would let the water run out, make sure we're getting water from the aquifer itself, and then fill about 15 different sample bottles for analysis. We sampled 85 different parameters, a lot more than we sampled just for regular subdivision package or just any sort of regular development review. So we got a good amount of data from the sampling program. Now I'm just going to show you a few of the maps. After we got all that data, we ended up going through and developing our mapping tool, our screening tool, which is a series of different maps of water quantity and quality. So what you're looking at here, this is the final result for the water quantity. This one here, to develop these maps, we used not the sampling we did the sampling for water quality. This one we used the MOE wells database. So in the province of Ontario, anytime a well is constructed, the well driller has to submit a well record, which talks about water. So they pump test it to find out water, the yield they can get from the well, as well as the geology. So we use that information to do our water quantity analysis. And you can see there's 2 boxes outlined in the pink. In those 2 areas, those are the 2 areas when they go through for drilled wells, the ones that go down to the bedrock. Those were the 2 areas where, from the MOE well database, they had a higher amount of wells that didn't meet the yield requirement. So in the tool, if a developer wanted to develop in one of those pink areas, the planner at the city would be able to identify, oh, you're in an area that might have limited water quantity for drilled wells. So again, the developer would just have a warning beforehand. It doesn't mean that they can't develop, just it gives them that little bit of information before a developer starts investing money. And the other area is the area in that dark green. And that dark green area, that's from the provincial mapping, and that's areas where there's clay right at surface. Clay is a very tight material. If there's clay right at surface and you put in a shallow well, you might not be able to get the quantity. So again, if
if the planner at the city got a development application in that area, they could give a warning to the developer before you start spending money. Just make sure you're checking to make sure you have enough aquifer material at the top. And it's just a warning. It's just as part of the screening tool. And these are, I'm just going to show you two maps because I wasn't given a lot of time today. I do have a very long presentation I can give, but I'll show you two examples. This one here is for health-related water quality standards, and this is where there's exceedance in selenium in the bedrock. So what you're looking at right now, the red is the outline of the city. Each one of those dots are an area where we sampled for the drilled wells, not the dug wells, for the drilled wells. And anywhere where there's those white dots, that's an area where there was an exceedance in selenium. So it's over the health-related standard. And we had hired a consultant to do all our final mapping, so they were looking at the geology and they look at the groundwater flow patterns, and they were able to identify that shaded yellow area. So if a developer wanted to develop in one of those areas, the planner would review the application before the developer starts spending money, and they would be able to identify you're in an area where you might have an exceedance in selenium. It's not to limit development, it's to give that extra information and just to let the developer know they should talk to the municipality and find out what's going to happen if they do have an exceedance. Will that development go through or not? And finally, here's the results of one of the aesthetic related, and this is for sodium. Sodium gives water that salty taste. And you can see those are, again, each one of those dots represents an area, one of the drilled wells that we sampled. So this is the map just for the drilled system. Where there are the yellow dots, that's where there was an exceedance in the aesthetic related health, aesthetic limit for sodium. So if a developer wanted to develop in one of those areas, the planner could just identify you might have an exceedance in sodium if you start investigating in these areas. So again, the purpose of the study was to develop this screening tool to help pre-screen development applications and to help promote long-term sustainable development within Clarence-Rockland. It is a practical application of geoscience, and just to go over a little bit of the financials of this, it was a really good coordinated project. We did have a lot of support from the Ontario Geological Survey. The entire study cost about $300,000, and from that we got $75,000 from the United Counties of Prescott-Russell and $15,000 from the City of Clarence-Rockland. So we're hoping, we were able to leverage the funding that you provided us to get additional funding from the Ontario Geological Survey, the University of Ottawa, and the Eastern Ontario Water Resources Committee. So we hope that you're happy with the product, and we hope that this is something that's useful for your municipality. I think that's all I have for now, and if you have any questions, we'd be happy, all three of us are happy to answer Right that. now you're in Alfred, aren't you? Yes, we just, in 2015, we sampled about 150 wells across Alfred Plantagenet, and we'll be developing the same maps, the same type of maps across that municipality, and there's also interest to continue going across the United Counties of Prescott-Russell. Any questions? Jules Lalonde? I find it interesting, the results of this study, because we're currently reviewing a subdivision plan in an area where it's identified as possibly insufficient water, possibly sodium, possibly selenium, and an entire project, I'm talking about in your neck of the woods, Mr. Simano, is right smack in that area. We got more houses there in that little spot right now than we do in Gorget. That's right. So I just find it interesting that, you know, we've developed that area, which seems to be somewhat problematic. So, and then we're looking at possibly expanding that area with another 25 or 30. So there is all kinds of system to correct this water, isn't there? Like, I'm thinking of osmosis could be set in. I know it's an expensive process, but it's all process to bring the water back to. You can't fix quantities. Pardon? You can't fix Quantity, no. Well, there are several systems, and it's as the reviewer, I review and just present what the issues might be, and the municipality is ultimately the approval authority. So you need to make, the municipality is the one that ultimately makes that decision. So there are limits listed in the guidelines, which of course are from 1996. So it limits the treatability limits, or what they call the maximum concentration considered reasonably treatable. So it would be ultimately the municipality's, it would be, you're the approval authority, so you would need to decide on what you would consider reasonably treatable for an individual homeowner. But just to bring back some history,
as well. Just remember that you used to have communal systems with the Cheney and Bourget and Hammond and St. Pascal. And those systems also took this water. And then back in early 2000, it was that the decision was made to bring water in from Rockland because it became so onerous to treat that water. So systems have definitely are definitely more modern than they are 15 years ago. So just things to consider. So definitely for the aesthetics, you can tell if there's an aesthetic. If you have an aesthetic issue, it's not health related. So you can definitely tell if your system is not working. Usually, if it's health related, though, the issue would be you don't know if that treatment is working. So you just have to consider these things, but definitely it's the approval authority lies with the municipality. I'm just trying to, and this goes to Marielle and to you, I'm just trying to find the correlation in between this study where you say there's insufficient lower water quantity in a proposed area, in an area where we have a proposed subdivision, which we just approved draft plan last meeting, and it's smack right in there. And it was, the hydrogeological study was reviewed by you people. So to me, is I get the left hand not telling the right hand what they found or vice versa. That's the way I see it right now. So what they did in terms of the water quantity was they looked at all of the wells. So there was over like 8,000 wells within the area, and they just looked for anywhere they can find a cluster of wells that had lower quantity. So, and in that area, I should say there were clusters that had low quantity, and they might be right next to a well with higher quantity. And it could be the depth of the well that was the issue. So when they do the hydro-G studies, that's an in-depth review. So the screening is not meant to take the place of a full hydro-G review. It's just meant to give information. So before a developer comes in, if they are in that pink shaded area, they would know that they might be in an area where there might be lower water quantity. But the recommendation would be just to make sure you pump test to make sure you're getting that quantity. So it just meant there was a higher percentage of wells that had lower quantity. But in that area, if I showed you, if I don't have the other maps, I can always pass those on to you. But they're in an area where there are also wells that do have higher quantity. And it's just to remind the developer that you might have to do some extra investigation. You might need to go deeper. You might need to develop your wells a little bit differently. So it would give you a reason to ask for a hydro-G study. Yes. After you've seen that map there, if it's in that area. Yes. Pardon me, Mr. Mayor, but I haven't seen a subdivision in a rural area that has not had an hydrogeological study done and approved. So to me, I'm not going to say, I'm going to stop right there. I'd rather, I have to be nice. The information will be known by the developers. Like, I don't know, is it your responsibility to inform the population, or is it the city that we should be informing our own? The way I didn't bring the sample, but we actually have a sample sheet that we have prepared. So if as the development application comes in, it would be, I don't know if it would be the county planner or the city planner would check the tool, and the tool would automatically has a checkbox system of issues that they might have, and they can provide that to the developer as they're at the application stage. Would we include So, that in the process? Yeah. It'd be integrated right into the process, so they would know, and that way they can discuss potential issues with the municipality before moving forward. And again, it's just a screening to provide information. But I think we should use the tool. I mean, since the research has been done, it's one more tool that we that we know what to look for, and we can investigate further. Should I know? Because we're called upon as a council to approve projects that have very much long-term possible liability issues for years to come. I mean, if you're approving a project in a known identified area where there may be some water issues or any other kind of issues, that's the kind of information that I think we need to seriously consider before going ahead. Because we're here for 4 years, 8 years, depending on council members and stuff. But we have to have a long-term vision to say, okay, well, what are the costs long-term of it's fun to approve projects, but you also have to keep in mind sustainability. So that's a red flag for me right there.
Should have I? You're saying like in that Simplification. section that you were, on the pink section or whatever, you say that this is not a good section where there, but you're saying there's clusters? What do you mean there's clusters of well? Some might be good and some might not be good in this area? Yeah, it's, Well, why do you, yeah, it might be on how deep the well goes, so maybe some wells go deeper than others. So what we did is we used the information in the MOE wells database. And we looked at what the well driller had put as what they recommend their yield. And if any of the yield numbers that were less than what the yield was in the provincial guidelines, which is 13.7 liters per minute, we sort of identified that might be a lower yielding well. And in those areas, they just had, like, you might just have a bunch of wells that have less than that are drilled wells. But in those areas, you also had some wells that did have the yield. So it was a harder to do the water quantity analysis for sure. And I generally, like, I've been doing reviews in the area for many years. I've never had a development review go through with the issue being water quantity. Well, in the shallow system, yes, not in the deeper. Deeper, it doesn't tend to be the issue. In Eastern Ontario, water quantity doesn't tend to be the issue. so in this small section here, what would we do? The percentage that is not good? I'd have to go back and check, but the thing is, we would just be able to provide that information to the developer and say, you might need to drill a little bit deeper. So they would just know that, they would just have that information like, oh, there are some wells in the area that don't yield enough, so just be warned that you might need to develop the well a little bit more. Because some of the issue might be that they're using the drilling muds going down and they're pumping the well, but they just haven't cleaned the well out enough. So that could be why he's not getting enough yield. So we're just saying, like, look at your drilling techniques, you might have to go deeper. So, and those would just be the general recommendations. Okay, so now that we have this whole map, why do we still have to, now we have a very clear picture from what you're saying about our water supply, and why would we have to get the taxpayer to go and get a hydrological test again? There's still uncertainty in this mapping. If you think of when we did our water quality mapping, we were doing it on a 2-kilometer grid. So we have 2 kilometers between our points. So there's still uncertainty involved in that. Like, where do you draw that line? How far do we extend that out? And then there'll be just smaller scale variability. So it's a screening tool. It's not meant to replace the Hydro-G report. It's just meant to provide more information to the developer and help overall save time. At a $300,000 cost. It's a screening tool, and that was it. And I just from my experience too, as I do work within the City of Ottawa, and I know the City of Ottawa went to OMB at one time, and they had said we want to get more studies done in this one area because we know that the water quality on one side of the fault is poor. And the OMB chair said, well, where's your map? Do you have any maps to show that? And they're like, no, we know that. The drillers in the area know that. But he's like, we didn't have anything on paper. Now you have something like you have this analysis on paper, and hopefully we can use it as a screening tool and help to provide this extra information. Let's not forget that it wasn't all paid by Clarence Rockland. No, I know. We It's paid only 15,000 $50,000. out Yeah. of 300,000, so it's a good tool for us and an advantage for us to have and for these. But you already had information from all the drill wells, because you were saying there that anybody who any company who drills a well, you do get a sample and you do get a. And that's okay. So part of the University of Ottawa's thesis was he looked at scale of mapping and he looked at data source. So, and I'll provide a copy of that thesis too, but one of his parts of the project was he looked at all of the reports that were done in Clarence Rockland and collecting that data. He tried to make those same maps just using the information collected. And he found that number one, the spread of data wasn't good enough to actually get maps across the city. And number two, the way that they analyzed the data. So for our sampling protocol, we had very strict, very rigorous protocols in sampling. So most drillers don't, or most when the consultants do the work, they don't filter, and so we used a higher quality method. So we found that we couldn't compare iron at one location to iron at another location. So it was like comparing apples and oranges. So we looked at a lot of different parts, and I wish I had longer to explain the whole project. And I'm happy to talk about. Feel free to call me at any point. We actually put a lot of work into this. And for like you said that it was a large cost, the Ontario Geologic Survey was very interested in this because
their purpose is to share geology knowledge within Ontario, and they said this is a very unique area in Ontario, especially with the shale gases we get here. And there's another study that's starting next year. There's another master's student who's going to be looking at the relationship between the shale gases and other parameters like iodine in the area. So there's a lot of other studies, there's a lot of science knowledge that we've been able to advance, and there's at least 2 other municipalities who this is a novel mapping project. There's at least 2 other municipalities who want to emulate the same thing and develop this screening tool. So it's advancing science as well as providing Well, if you information. thought this was interesting, wait till you get to Jessop's Falls. Okay. Oui, monsieur Lalande. Dernière question. It's more of a comment, Mr. Mayor. I think we should, Juste des questions. C'est juste des questions, pas de commentaires. C'est une farce. I mean, this is a very, like, abbreviated version of the data. I hope that our planning division is going to get the full specs of Oh, the report. they've got all this. Yeah, because that's a very important tool to have. Yep. Thank you very much. Thank you. All 3 of you. I know we gave you a day more to prepare this. But thank you very much. Thanks. Before I go any further, I forgot to thank Mr. Dark there and your staff for the great cleanup of snow removal that they did last night. Because after all, with 51 centimeter, if you go to Ottawa, I think our staff did a lot better than the city of Ottawa. And I looked at less than 12 hours later, it finished around 8. We were able to travel on these roads. They were nice. I was up on the road at 8 o'clock this morning, and the roads were good. I know during the day it was a little hectic, but like there was a channel that said we had 18 centimeters between 10 and 2, so it's pretty hard to control that, but your crew did a very good job, and I can be thankful. I'll pass that on. And there was some adversity because we had a couple pieces of equipment, go down. And notwithstanding that, the staff reacted. I think we're able to provide a good level of service considering the severity of the storm. OK, la prochaine, c'est lettre datée de 18 janvier 2016 du canton de Champlain au sujet de la coupe intensive des arbres. Je crois que vous l'avez toute lue. Oui. C'est demandé de la supporter parce que vraiment la province devrait se rentrer là-dedans. Faire de quoi? Parce qu'il n'y a aucune loi. Absolument. Oui, Suzanne. On n'avait pas discuté à un certain point de refaire des bylaws pour... Oui, mais l'affaire est, je crois que j'ai parlé à M. Louis Prévost. Il y avait... c'était pas clair si on avait... C'était la municipalité qui avait le droit de le faire ou le conseil est revenu avec son temps. OK. J'attends d'avoir la réponse de lui, là. Fait que qui le fait? Fait que la municipalité a le droit de faire ça ou si c'est le conseil qui le fasse. OK. En allant ici, Champlain veut aller directement à la province, que ce soit partout. De cette manière-là, c'est eux qui vont être comme ça. Moi, je suis prêt à dire qu'on l'a pris. Absolument. Oui. Absolument. Parler avec une lettre. Oui, c'est bon. Merci. Ah oui. Oui, La prochaine annonce du Conseil des arts de Presque concernant la 2e ronde de consultation publique. Ça, c'est demain soir à Bourgette. Et puis, et puis M. Jubinville, qui est caché, là. Ah, il est là-bas. Ah, il devrait faire sa prière, il va avoir peur de Do not turn En up. tout cas, si vous voulez être là, demain soir, c'est à 7 h. Nous, moi et M. Jubinville, on a une réunion ici, puis on s'en va là après. Avis de motion. 6.1 est enlevé et mis en rivière, et 9.2. Alors, on met ça de côté. La vie de motion 6.2, c'est présenté par moi. Est-ce que faut mettre M. Grimard comme maire? M. Grimard, Pardon? vous êtes maire? Je suis trop C'est mal. moi qui ai j'ai un avis de motion. Avis de motion présenté au sujet de la soumission préliminaire du budget 2016 de l'AMO. Je crois que c'est quelque chose qu'on a discuté pour quoi que l'argent baisse, les montants que la province nous donne baissent et les montants. Oui. Les montants que ça coûte pour l'OPP montent. Et puis l'AMO dit que ça devrait changer. Alors je demande pour un secondaire. Madame Simard, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Go for it.
Ah oui, bon, ben. Prenez charge, M. Guimard. J'ai aucun problème avec ça. Vous demandez le vote, M. Guimard? Est-ce qu'on doit lire la résolution? Oui. Attendu que l'AMO a soumis son budget préliminaire 2016 au Comité permanent des finances et des affaires économiques le 19 janvier 2016, par conséquent, qu'il soit résolu que le Conseil municipal supporte la soumission préliminaire du budget 2016 de l'AMO au Comité permanent des finances et des affaires économiques, notamment en ce qui concerne les éléments suivants. Augmentation du fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario, FPMO, de 11 millions de dollars en 2017 à être destiné aux municipalités ayant le plus de pression budgétaire et particulièrement pour les communautés ayant un haut pourcentage de fermes et de forêts gérées. Et deuxième point, arbitrage pour les coûts associés aux services d'urgence. Qu'il soit résolu qu'une copie de cette résolution soit envoyée à l'honorable Kathleen Wynne, première ministre de l'Ontario, l'honorable Jeff Leal, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, l'honorable Ted McMeekin, ministre des Affaires municipales et du Logement, l'honorable Yassir Naqvi, ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, et Grant Crack, député de Glengarry, Prescott et Russell. Besoin d'un secondaire. Monsieur Zan. Tout le monde en faveur? Merci. Je fasse l'autre en bouche. 6.3 aussi. Oui, madame. C'est juste important de préciser que c'est un avis de motion, donc c'est pas une adoption ce soir. Ah. Ça va être porté à la prochaine régulière. Merci. Pas besoin de voter. C'est tout ça que vous me dites, J'avais madame? quand même besoin d'avoir un secondaire. J'avais ma conseillère Simard, donc je voulais juste m'assurer. On peut l'emmener. On veut l'emmener ou pas dans la chambre. Oui, la prochaine arrivée. 6.3, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lire, s'il vous plaît? Attendu que la province de l'Ontario a récemment noté des demandes relatives à deux importants programmes d'infrastructure étant le Fonds des petites collectivités et le Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire et a classé les municipalités sur la base de leur situation économique et fiscale et attendu que certains des critères utilisés pour classer les municipalités pénalisent les municipalités ayant planifié leur future infrastructure en créant des fonds de réserve et attendu que les municipalités ont peu de possibilités d'altérer leur situation et d'améliorer leur note ou leur classement. Par conséquent, qu'il soit résolu que la Corporation de la Cité de Clarence-Rockland, par la présente demande au ministre Jeff Leal, de cesser l'usage des présents critères d'évaluation pénalisant les municipalités planifiant d'entretenir leurs infrastructures et plutôt de distribuer tous les futurs octrois à toutes les municipalités en utilisant une formule juste et équitable. Besoin d'un secondaire? Est-ce qu'il y a des questions? C'est assez clair. On va la mettre à la régulière. J'aurais besoin de savoir c'est qui. Madame Chouanière, pardon. C'est beau. La job est finie. Ça fait plaisir. Période de questions, s'il y a quelqu'un qui a des questions? Commentaires? Non? Merci. Rapport du Comité des Unis, bien écoutez, il y a une résolution qui a été amenée pour mettre les pancartes d'arrêt, surtout au coin de Saint-Jean et Poupard, Saint-Jean et Baseline, et Vinette et Johannes, où on a eu un accident mortel à l'automne. Le comté est d'accord de mettre des stops, et surtout quelques autres places dans le comté où il y a un semblable de T, comme qu'on a à ces places-là. Il va y avoir des stops, des arrêts, tout le tour. Voilà, ça, c'est pour moi. Oui, monsieur. Moi, j'avais juste une question. Le détour actuellement est de 27,82. Et puis, je trouvais ça... Ah, on ne l'a pas rendu là. Moi, je suis juste au rapport des comités de Prescott. Oh, excuse-moi. Pas de problème. Rapport des comités de service, déviation en cas d'urgence. Est-ce que, monsieur... Ben, je peux laisser M. Lalonde aller. On va lire la résolution, là. Envoyez fort, vous avez levé votre main, M. Guimard, je ne suis pas travaillé encore. Ça me fait plaisir, M. le maire. Qu'il soit résolu que le comité plénière recommande au conseil municipal d'approuver la recommandation du département de l'infrastructure et aménagement du territoire relative à la demande des comtés unis de Prescott et Russell d'avoir une route de déviation en cas d'urgence, EDR, approuvée pour le chemin de comté 17. Secondaire. Monsieur Lalonde. Question.
La question, M. le maire, c'est qu'actuellement, c'est un détour de 27,82 km. Ça, c'est en passant strictement sur les routes de comté. Et puis, on nous dit qu'il y a un baseline, oui, justement, qui descend jusqu'à Landry. J'ai fait le tour hier, c'est 12,8, c'est 15 km de moins. 15 km de moins. Il y a une grosse courbe sur entre Saint-Jean et Caron. Oui. C'est Et entre une côte aussi. 5,6 et 7,4. C'est la courbe avec la courbe. Je me demandais, ce que j'ai déjà vu lorsqu'il y a eu un accident juste à l'est de Canaan, que les gens sont tous perdus quand ils montent en haut. Je sais qu'ils mettraient des enseignes, mais rappelez-vous qu'un détour de 27 km, c'est là. Je le sais, mais ce qui est arrivé, un des exemples de ça, c'est qu'à Alfred, il n'y en avait pas de route d'urgence de même. Puis la police provinciale les a juste fait passer n'importe où. Les chemins ont été endommagés, quelque chose de terrible. Parce que si c'est des chemins qui ne peuvent pas prendre les camions, n'oubliez pas que ça va faire du dommage. Là, c'est la municipalité d'Alfred qui est obligée de payer pour... Je suis pas contre l'indication de... C'est qu'il faut regarder pour certain que ces chemins-là sont assez bien faits pour prendre, mettons, des transports assez pesants. Je me demandais si ça se faisait que pour les camions qui font ce grand tour-là, mais les autos peuvent continuer sur la baseline. I was just saying, Dave, that the detour at the present time is 27.82 kilometers. If we go straight on baseline, the detour is only 12.8. I did go around yesterday to find out each corner, if we turn at Saint-Jean, if we turn at Caron, or we go directly to Landry. It's only 12.8. I was wondering, the fact that talking about the big tractor trailer, that they would come down the hill on baseline just before you get to Caron, if the detour could not be different for the truckers. And the cars, they would say 15 kilometers. Yeah. No, I appreciate the detours are long, but I think when you start differentiating between types of vehicles, I think that's where it becomes confusing. And not all, I mean, that, we look, I guess the report indicates that when they were looking at the detour routes, they did consider baseline road, you know, that shorter route. But it was, you know, the curves and the grades and that we thought weren't going to be conducive to a lot of the heavy vehicles. So recommendation was to go to the longer road. I guess my view is that you want to keep your vehicles on as good a route as possible. It's longer, admittedly, but it doesn't happen that often. So I think what the route that's being recommended by the evaluation team is probably it's a sound route for the detour. I remember of 2 last year in 215. Yeah. But I think you got to be careful with your roads. Not all roads are geared to handling the volume, the loadings and whatnot. So I think the roads that are being recommended here, I talked it over with staff, and I feel confident that's your optimum detour route for the 2 routes. I mean, it has been tested, and I agree with what Mr. Lalonde is saying. Anybody with a detour route, nice little signs, who's going to enforce to prevent vehicles from continuing on baseline, first of all? Like, you need people? Nobody, No, right? you can't enforce that, no. Okay, so people that know the road or have a GPS on their vehicle will see ultimately that they can link up. So we're putting signs up, making a detour of over 30K or close to 30K, and I understand your approach, but the application of this will be, like, might as well put some vehicles like bylaw and police officers, because it's not going to be respected. We all know that. Like, I don't know what we're trying to accomplish. I don't know if the United Counties are looking to just, okay, the signs are there, we're good to go. We're still going to end up with the problem. We're still going to end up with the heavy vehicles continuing on baseline, damaging our roads. So, I mean, I don't know the approach. I know they need to do it because the province has gone into this, but I don't think it's something that makes sense, first of all, distance-wise, and to apply it. I know you say it's sound and it doesn't happen very often, so imagine, if it doesn't happen very often, people will take the shortest route. There's no doubt about it.
It's not dissimilar to what you'll see with the provincial highways. They've got emergency detour routes posted already. It's just to avoid that last-minute rush where you're scrambling to identify the route, get the municipalities on side, get the signage in place. To me, it's just a more efficient system. It's not, in my opinion, it's not going to work. I strongly believe in those signs though, because last year when the last accident occurred just east of Canaan, I went over. And the people got lost, they continued right up to Russell Road. They didn't know where to go. You know, and this does not happen very often, but most of the people are local people and they know Baseline Road and they know all the other roads, and they're going to be going through and they're not going to follow the detours. So, you know, theoretically, the trucks should be following the detours, and it's something that is brought on to us by the counties. And I think it's an experience that was brought into Hawkesbury East and Alfred too had a problem. Hawkesbury East having a lot of the 416 or 417 next to them. They wanted these, so they're doing it for all of them. But it's mostly, like Mr. Simoneau said, it's mostly for the heavy trucks, not to get damage on some of the roads that maybe have just surface treatment. A big truck, let's say in the summer or whatever, would damage that road quite a bit. And I'm sure now. I think we cannot just assume that, oh, well, we're not going to define which roads are proper for the trucks and then just say, oh, they're not going to follow them anyway. I think it's important we do have something in place, and then if the trucks don't follow it, at least we've done the extra effort to provide them with roads that are appropriate for their truck. So that way, if they do not follow it for the rules, and normally I think they should. I think they know the load that they have, and you know, we want to hope and think that they will obey by that. And if the cars, the local people with cars decide to go other ways, it doesn't matter. But at least I think it's important we have something official that protects the roads. Yeah, I agree. See, and I'm in agreement with Mr. Jamal, because you have something official, but it's not going to save from wrecking roads. If people know the way to go, they're going to go the fastest way. I myself am that way. I'm not going to do the 40. And if in your semi you've been waiting 45 minutes because traffic is stopped, you think you're going to make? No. Come on. He's got a delivery time to make. I know we need something in paper, but yeah. To me, they're blowing smoke in there. Don't forget, it's probably much cheaper for the municipality to pay for a bylaw enforcement guy to be there then wrecking the road. than paint or redo the road entirely because truckers went through there for 12 hours. So yeah, the EDR is fine, but you're going to have to put up a bylaw officer there. It's a tool. Don't forget, it's a tool. You have tools you don't use because they don't work. The thing is, if you don't have the tools, well. I have tools I don't use, Mr. Mayor, because they don't work. So. I won't go into details. I'm not touching that one. I think we Your need to thinking have is something bad. in place. Yeah. It's not- So, decorate the roads. Monsieur Lalonde, everybody, it's not costing us anything anyway. It's the county is going to do it. So. Yeah, I'm not going for that. So everybody in favor? Fixing the Thank county. you. Offre de service de gestion. Ça, c'est fait. Travaux d'immobilisation, le diagramme, regarde. Qu'il soit résolu que le comité plénier accuse réception du rapport de chemin critique proposé pour la livraison du programme d'immobilisation 2016 qui sera référé par le personnel interne. Secondaire. Monsieur Guimard. Question? Je peux, peut-être que M. Maire, just wanted to say, Mr. Darch, beautiful. You've given us a tool that indirectly we can use as a whip because, you know, we know who's responsible, we know what's lacking, we know where it's not going or if it's on schedule and everything. And this is one of the first times I've seen this type of chart before. Very good. I've never seen it before. Mind you, I haven't been here more than 15 months or whatever. But still, this is a fantastic tool and I thank you very much for preparing it and putting it together. I just want to reinforce to the members of council that that's a part of your capital program. The project management that you just awarded for the rest of our capital, one of the first things we'll be doing with that firm is asking them to develop a similar critical path
for the balance of your program. And then I hope the department will be bringing on updates as the year progresses so that you know where your projects are at. Absolutely. I was just wondering, why do we wait to go until June to go to tender? Why don't we start in May? You get an extra month. There must be a reason, I just don't know why. One of the sort of the criteria I set for the staff is ideally what you want to do is you look at your workload and you want to distribute it. You don't want to load everything up into one part of the year. So it depends on the project. I don't know what project you're referring to, but we try to stagger it. I think it was for roads that I was referring to. I can't remember now, but I just see that we're going to tender in June, and what I've had occasion where I've met with contractors, you know, not with this municipality but others, and I remember we'd meet with them and then we talked about the timing of tender. From their perspective, what they like to see is, I think the ideal, everybody thinks we'll get everything out at the very beginning of the year and get the best price. But from their perspective, they're dealing not only with this municipality but others. They like to see it staged and staggered. So when I asked staff to prepare this critical path, I said, spread it out so that we're trying to get out of that crisis mode where you're doing everything, you know, in a compressed time frame. And that's what you're seeing before us. If we can advance something, we will. One of the things I'm hoping to do in the next few weeks is I would like to arrange to meet with our area contractors, bring them in, talk to staff about the way we've been tendering, how we do it, but also to present our program so that they're aware of what's coming out, and if it's interest to them, then they can be prepared. But it's just a matter of facing it in. I don't know if that answers your question or your comment. If you're well, it's an added bonus. I'm just thinking we always seem to be later on roads. So if we're delaying it from May to June, well, then that's an extra month that's been lost, where you could have been. You can't really, you're just advancing where the tender's all set to go June, you can get out and get on the road and do the work. You're saying it's lost. I guess I would look at it is that we're doing, you know, while that project may get shifted out to a later tender call, we're doing others, you know, leading up to that. It's a matter of looking at your total program, and you look at your capacity of your resources and that's what I ask staff to do. If there's some projects that you think, oh, I don't like the timing of that, then I would ask you maybe to get back to us, we'll see what we can do, but we've tried to stagger it based on the capacity. To reiterate what Councilor Saval was said, is just that we've been discussing budget items and stuff, and you know, we were saying, well, as soon as we can approve the budget, we can go to tendering, we can get this thing going, blah blah blah, and then you know, as she stated, you know, we're going to wait till June to do it, so it's a little bit of a mixed message. So I understand that there's a $20 million worth of project being done this year, but you know, you've got a huge program, and I think it's really critical that you manage the entire program. I guess what I looked at, the key objective that council has communicated to us, we've approved X number of projects and then worth X number of $1 million here. We want to see them done this year. And I guess that's what we're targeting to do. Some of those projects that are tendered, let's say in May or June, given the longevity of them, we still feel we'll be able to complete those this year. You know, when I looked at this, you mentioned a few minutes ago, delivery capacity. You know, be it delivery to prepare tenders, be it delivery to deliver the project itself on site. I think this is fantastic. It's a fantastic tool, and you've looked at it, because we could, if we all go out to tender in May, every project, we're not going to be able to do it. No. Because we don't have enough time to put out all the tenders and put out all the paperwork. So, you know, let's stagger them, but let's make sure that we get them delivered. Ideally, what I'd like to see when you approve the 10-year capital program later on this year, I think the municipality's objective should be to get all of your pre-engineering work done in, let's say, year one, and then your tendering takes place the following year. The ideal is to try to get away from doing everything at once, where you do the consultant appointment, the design, the utility relocations, the construction, and everything in 1 year. It's too much.
when you add it into all the projects you got, it's too big a workload. So you want to start to manage it so that you're ahead of the game. Would there be an inconvenience to do all the tenders at the beginning, but they can start the work later? You can still spread the work, but by going into tender at the beginning of the year, before the season, before we're in the season where they do the work, when we have more opportunities to get more people applying and also get better prices. Yeah. Like we could specify in the tender, the work would start only on such time. Yeah. But at least, just that you know better, if you have all the tenders done, it gives you really a good idea of, and you have more control over when you start the work. But I think you got to bear in mind, this is the first year that, we've got a big program, so we're trying to do a lot of things in this year, and that's why we've suggested going into project management. I would think once you get an approved capital program in place, that a lot of the design, the pre-engineering as I call it, will be done the year before construction. And I think you'll gradually evolve to, I think, what you're talking about. Okay. But we're not there yet. And I know from another municipality I work with, it took a year or two to gradually evolve to that. You've got to set that target. Mr. Keo? Mayor, I just wanted to add to the council that we have one procurement officer. The city of Clarence Rockland hired that individual a year and a half, 2 years ago. Doing a lot of work, but you have the same issue from a management perspective. Issuing a tender takes time, it takes effort, it takes a lot of involvement of Director Darch's staff, but also of the procurement. So we run into, part of it is administrative, but you also, the contractors out there can't all do it all at once either, so they have to stagger their work, and so I think it serves both purposes, but I just wanted to point out about the administrative side as well. Yeah, but don't we tender for companies to prepare the tenders, and we do that often anyway, so it's not always the staff who are preparing the tenders. Often we hire a company who prepares the tenders. So we could do it sooner because they have the staff to do it. Mr. Simoneau? I look at this Gantt chart, and if we remove one line from there, committee as a whole, at every item, we would gain 2 weeks every time. We come here, we look at tenders, we recommend to council to approve it the next 2 weeks. Why do we, if we want to save time, if we want to be more efficient, let's look at the way we do our business at this table. Mr. Keo? Mr. Mayor, I just want to advise council as well. We're in the process of revising our procurement bylaw that was done in 2007. So we are going to be coming back to council with, I would think some significant changes, but to make it much more efficient, and it will be up to council whether they want to approve it. But we will be coming with some changes that I think will meet some of what the councillor had mentioned. Thank you, Mr. Keo. Madame Simon? Okay. I'll just put on it. Sure. Yeah. OK. Alors, tout le monde en faveur? Merci. Demande de dérogation du règlement sur l'affichage, Denis Louis XVI, 92-90 chemin du comté de 17. Puis le vert? Oui. Que le comité plénière recommande au conseil municipal d'approuver la dérogation au règlement sur l'affichage demandé par Denis Louis XVI pour le terrain 92-90 chemin du comté 17 pour un total de 5 petits panneaux d'affichage avec contenu qui change, qui seront placés à 1,5 m de la ligne de propriété et à 25 m l'un de l'autre avec une superficie maximale 4,5 m² pour chaque enseigne, tel que recommandé dans le rapport AME 15-08-R. Secondaire, M. Zan. Question, M. Lalonde. Je sais que là, il y a 2 pancartes présentement, elles sont plus petites, je crois, que le 4,5 m, puis on veut aller à 5. Est-ce qu'il y a un danger ici que les voisins
autour de cette propriété-là se disent, ben si lui peut le faire, moi aussi je devrais être capable de le faire. Puis, est-ce que c'est le genre de choses qu'on veut avoir quand les gens rentrent dans Rockland, c'est style Las Vegas, ou c'est que tu veux juste des pancartes d'annonces sur toutes les bords de rue? Un, c'est pas vraiment attrayant visuellement. Deux, c'est des distractions des automobilistes qu'on n'a vraiment pas besoin, ça 17. Je sais pas, là, peut-être que le comité qui a regardé à ça avait Madame Bélanger, vous voulez avoir une réponse là-dessus? Qu'est-ce que M. Lucas a proposé? C'était 8 enseignes, puis c'est exactement ce qu'il y avait sur le site, donc c'est pas plus gros que ça. Il n'y a pas de lumière, c'est pas éclairé le soir ou quoi que ce soit, donc ça reste que l'information qui va être sur l'enseigne va juste être le nom du commerce. Il n'y aura pas beaucoup c'est pas supposé d'être des promotions ou quoi que ce soit, c'est supposé d'être juste le nom comme Home Hardware, Rona, juste pour annoncer que il y a ce commerce-là dans Clarence Rockland ou dans Rockland. Donc, c'est pas supposé d'avoir beaucoup de mots, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui était proposé? C'est 8. Nous, on est allé à 5 pour réduire un peu. Les enseignes sont à chaque 25 mètres, donc 200 mètres d'enseigne. On trouvait que c'était un peu long. Donc, à 5 enseignes, c'est à peu près 125 mètres d'enseignes. Mais oui, c'est quand même beaucoup d'enseignes. Je comprends le besoin que les entreprises aiment ça, veulent advertiser. Je comprends tout ça. Puis, c'est juste, si on le fait pour un, il faut le faire pour les autres. Puis, ben, ça va être la même chose sur l'autre bord quand les gens viennent, mettons, d'Alfred Plantagenet qui s'en viennent vers Clarence Rockland. Est-ce que là, les agriculteurs qui habitent sur dans l'entrée des villages vont pouvoir faire la même chose? Où est-ce qu'on arrête? Moi, c'est plus ça qui est la question. Madame Chouanier, quand ils ont fait les changements pour le signage, le règlement pour les annonces, les affiches, ça avait été apporté ce sujet-là. On avait dit, il y avait des conseillers qui avaient dit, mais les gens qui vont sur le 17, ils ne savent pas qu'il y a des commerces à l'intérieur, on veut attirer leur attention, on veut avoir des pancartes sur le long de la 17. Puis là, maintenant, vous questionner ça, là, mais je me souviens que ça avait été un sujet qui avait été emmené, que le but, c'était justement de permettre une visibilité pour les commerces qui sont à l'intérieur, comme sur l'Ornier et à l'intérieur de la municipalité. Alors, parce qu'on avait dit ça, qu'il y aurait éventuellement beaucoup de pancartes, puis la plupart des gens étaient d'accord avec ça. Alors, je ne sais pas, c'est parce que là, le règlement a été adopté de cette façon-là. Alors là, si on change, ça veut dire qu'il va falloir changer le règlement aussi. M. Simoneau. Quand on parle d'enseigne temporaire, puis on parle d'une superficie de 4,5 mètres carrés, 8 pieds par 6 pieds, c'est mieux d'être solide pour les vents qu'il y avait cet après-midi, je peux vous dire, à 5 heures, là, faut que ça soit solide. Alors, est-ce que j'ai de la misère à voir temporaire, puis la construction de ça, la grosseur de ça? Parce que la dernière fois qu'on a eu des pancartes qui avaient été installées, je crois qu'on parlait de 2 gros pieds par 2 gros pieds. C'était pas, il y avait eu 2 pancartes temporaires, puis là, cette fois-ci, je ne sais pas, est-ce qu'on triple la grandeur? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me... Mais c'est la même chose dans le rapport, là. C'est les mêmes types d'enseignes, comme il y en a une. Oui, mais les enseignes qui avaient été posées auparavant, les deux. Oui, c'est la même chose. Le même concept, c'est les bases, ils vont rester là, puis je pense que c'est toutes sortes de canvas là, que les enseignes sont dessus, donc c'est juste le canvas qui est modifié, mais la base reste la même. Donc, les bases sont déjà je pense que la question de M. Simoneau, je peux peut-être... 4,5 mètres, c'est plus gros que ce qu'il y a là en ce moment. Je pense que c'est ça qu'il dit. Alors, est-ce qu'on devrait faire sûr qu'on a les bonnes dimensions dans la motion? Parce que 4,5 mètres, comme il dit, c'est plus gros que ce qu'il y a là en ce moment. Fait que c'est un petit peu ça le test. C'est 8 par 6. Là. Mais c'est pas 8 par 6 qu'on a en ce moment sur nous. Je pense pas que c'est 8 par 6 que ce qu'on a. Peut-être que M. Louis XVI, il pourrait... Je pense qu'il est ici. C'est ça, 8 par 6. C'est ça que vous avez en ce moment qui est déployé? Oui, qui est là. Non, mais quand vous avez mis les vôtres, M. Louis XVI, oui, il y en a eu 2 là en test. Ça n'avait pas 6 pieds par 8 pieds. On a mesure que c'est 4,5 mètres carrés. C'est ça. C'est pas 4,5 2 mètres par 3 mètres. Non. C'est
c'est 8 pieds. C'est bien marqué à page 113. 8 pieds versifiés. Oui, c'est ça. Je croyais pas que c'est ça qu'on avait vu lors du prototype. Moi aussi, Je peux me tromper. Oui, Maria. Les enseignes mobiles là, qu'on voit là, sur le bord des chemins sont toutes des 8 par 6, donc c'est la même grosseur. Donc ils sont un peu plus loin du chemin, donc peut-être qu'ils paraissaient un peu plus petites que qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Mais c'est Monsieur Zan? Écoute, tout rentre dans le paramètre qu'on avait déjà discuté avec le nouveau règlement. C'est appuyé par l'aménagement du territoire. Moi, je pense vraiment que on devrait juste l'approuver. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à vraiment discuter là-dessus. La grosseur de ces affiches, c'est entre vraiment le département d'aménagement et M. Louis XVI. Puis, si ça s'en va avec le vent, mais ça va peut-être M. Louis XVI qui va payer pour une nouvelle pancarte, mais c'est à lui. Dernière question, peut-être à Mme Bélanger. J'ai lu dans le rapport le salaire, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu mélangeant pour ce que M. Louis XVI devait payer. Ça a l'air, je ne sais pas s'il faut qu'il revienne à toutes les fois. Pourriez-vous juste clarifier, faire sûr qu'on fait ça le plus simple possible pour tout le monde? Donc, qu'est-ce qui était proposé par M. Louis XVI, c'est qu'il y avait une sorte de paiement par 2 mois, 4 mois, 6 mois. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a dit? C'est comme l'enseigne d'Aléa, dans le fond. C'est une enseigne qui est considérée comme un billboard. Les billboards, on va charger 120 pour la base. Donc, on va dire qu'on approuve 5, on va charger 120 pour 5 fois pour la base. Puis à chaque fois qu'il change le message, on ne chargera pas. Parce qu'on ne veut pas avoir à approuver, mais il est quand même tenu à respecter la langue et tout ça. Mais on n'approuvera pas le message. OK, c'est bon. Monsieur Lalonde? C'est le point que j'avais, M. le maire, moi je suis tellement en faveur de ça parce que si tu prends la grande route, surtout aux États-Unis, avant d'arriver à South of the Border, tu sais que tu arrives à South of the Border, en Caroline, il y a tellement de scènes sur le bord de la route. Fait que c'est pour ça, ça démontre qu'une ville est vivante. Puis, ça doit respecter les lignes. Oui, oui, oui. Les secteurs. Oui. Home hardware, c'est en français. Non, mais si jamais il y a venir voir. Ouais, mais c'est ça. Seulement au français, on sait pas. C'est bien, tout le monde en faveur? Oui. Merci. Demande de dérogation du règlement spécial sur les fils. Entente de YMCA. André? J'ai pas la résolution. On ne l'avait pas, on va continuer qu'on peut appuyer. Je ne l'ai pas, moi. Le comité plénier recommande au conseil Ah, c'est de YMCA. La recommandation, c'était De prolonger. de prolonger la délai de négociation. Parce qu'il y a eu des changements au YMCA, puis c'est pour ça qu'il demande une extension de 3 mois. Oui, je l'ai fait. Secondaire, un petit mort, tout le monde en faveur. Merci. La gare de Bourgette. Monsieur Jubainville, laissez-moi vous déranger. Pour une couple de minutes. Nouvellement pointé. Oui. Ben non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on l'a lu? Oui. On va y voir, Mme Simon. Whereas the engineering firm J.L. Richards proceeded with the structural study for the Bourgette train station in the fall of 2015, and whereas the structural study identifies deficient structural components of the building to be rectified in order to meet the building code according to the anticipated location of the building, and be it resolved that the Committee of the Whole hereby recommends Municipal Council to authorize the community services to undertake the tender process in order to hire an engineering firm to be able to prepare plans and specifications for the necessary structural repairs identified in the structural study as recommended. Secondé par M. Chenard. Question. Oui, M. le maire, j'en avais certain. J'ai eu la chance de la visiter. Est-ce qu'on fait la présentation? On peut laisser M. Jubainville faire la présentation. C'est la personne appointée au dossier. Et puis, nous avons aussi la présidente, Mme Leroux, qui est ici, qui va adresser un petit mot à la fin de la présentation. J'ai 3 minutes! Non, tu l'as manqué au commencement. Non. On va y voir, M. Jubainville. Bon, donc bonjour tout le monde. Donc
Donc, mon directeur m'a demandé de faire une présentation au sujet de la gare de Bourgette pour 2 objectifs en particulier. Le premier objectif, c'est de nous mettre au courant de tout ce qu'on a fait depuis le début avec la gare de Bourgette. Le projet a été initié par l'ancien conseil municipal, donc on voulait s'assurer que vous ayez une bonne connaissance de tout ce qu'on a fait, puis des étapes à suivre par rapport à la gare de Bourgette. Donc, vite fait, ce soir, on va passer les étapes du projet qu'on a fait auparavant. Je vais vous parler vite fait de la future vocation. On va vous parler d'études structurales, des prochaines étapes à venir. On va faire glisser un mot au sujet du bail de location. Puis, enfin, on va finir avec la gare de la communauté, donc l'importance de la gare pour la communauté de Clancharge. Donc, vraiment, les étapes du projet, rapidement, on les divisé, donc 2013, 2014, 2015. Donc, en 2013, au printemps, on était approché par la famille Robillard au sujet de la vente, de la gare de Bourgette. Donc, à l'automne, le conseil municipal, l'ancien conseil municipal, a accepté l'offre de vente au montant symbolique de 1 $. Donc, en notre mot, la famille Robillard a fait un don de la gare à la municipalité. En 2014, au printemps, la cité a effectué une étude de faisabilité. Donc, on a engagé une firme, la firme Plénière, avec des fonds aussi donnés par les Conseils unis et un certain montant de la municipalité pour engager une firme pour faire l'étude de faisabilité. Puis, on a aussi fait des consultations publiques pour consulter le public, pour savoir ce qu'ils pensaient de la gare et ce qu'ils voulaient faire donc, au sujet de la future vocation. Au mois de juillet 2014, on a officialisé la vente, donc après tous les échanges avec les avocats et ainsi de suite. Donc, c'est en juillet 2014 que ça a été officialisé. Puis, on a aussi signé le bail de location avec Viora. Puis, à l'automne 2014, suite à une demande du conseil municipal, on a recruté un comité de gestion. Donc, comme on a mentionné auparavant, Mme Leroux ici, aussi M. Forget, qui fait partie du comité, qui sont ici ce soir pour représenter le comité. Aussi, est-ce qu'on pose des questions durant la présentation ou à la fin? Comme vous voulez. Je bien à la fin. Ben, peut-être me laisser, je ne sais pas si. Je pense que ça serait préférable à la fin. Donc, aussi, ce qu'on a fait à l'automne 2014, on a fait l'amélioration de la toiture puis l'installation d'une nouvelle fournaise. Ça, c'était 2 éléments qui avaient été identifiés au budget pour vraiment garder, pour empêcher la gare de se détériorer encore. On a fait ces 2 améliorations-là. Puis maintenant, au printemps 2015, on a eu les premières rencontres du comité. On a fait des demandes de fonds, donc au programme effacé, on a reçu un 10 000 de ce programme-là également. Puis, à l'automne 2015, qui vient de passer, justement, on a fait l'étude structurale de la gare de Bourgette, que je vous vais présenter un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est en anglais. Donc, pourquoi je voulais vous parler rapidement de la future vocation? Je pense que vous avez tous eu la chance de prendre connaissance du rapport de plénière. Donc, ça, c'est des plans que le rapport de plénière a intégrés à sa présentation. Ce qui est important de considérer, c'est que initialement, la gare de Bourgette respectait le code du bâtiment à l'époque, s'il y en avait un à l'époque. Puis, par la suite, la gare de Bourgette est transformée en une résidence. Maintenant, quand vous allez voir l'étude structurale, J.L. Richards ont dû considérer la gare pour la future vocation. Donc, ils nous ont demandé que voulez-vous faire avec la gare. Puis eux autres se sont fixés sur cette future vocation-là pour déterminer les standards à respecter. Donc, la future vocation de la gare, c'est vraiment une salle multi-événements, multifonctionnelle. Puis le gros dans tout ça, c'est que la gare va être ouverte au public. Donc, les standards à respecter pour l'étude structurale sont un peu plus élevés, considérant qu'elle doit respecter le code du bâtiment pour un bâtiment ouvert au public. Donc, je vais laisser, à la fin aussi, on va discuter un peu des futures utilisations. Je vais laisser Mme Leroux parler de ça vite fait, des futures utilisations. Mais c'est vraiment ça ce que nous suggère Plénière comme tel. Maintenant, pour ce qui est au niveau de l'étude structurale, j'ai divisé rapidement en 2 sections. Donc, le côté entrepôt, puis le côté maison. Donc, pour ceux et celles qui ont eu la chance de faire la visite, j'espère que vous voyez ce que je voulais dire dans la section entrepôt, donc la section qui n'est pas chauffée, puis la section vraiment qui était plus domicile, plus gare à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vais juste vous passer vraiment les problèmes principaux. Vous avez eu la chance peut-être de le feuilleter, l'étude était quand même assez dense, mais je vais passer vraiment vite fait, vraiment ce qui est principal là, à régler au niveau de la structure. Donc du côté de l'entrepôt, on va parler de la fondation, du plancher et des supports principaux. Puis, du côté de la maison, on parle des supports principaux puis des linteaux. Donc, comme une image bovino, j'ai plutôt mis des images pour ces sections-là. Donc, du côté de la fondation, du côté entrepôt, l'entrepôt n'a jamais été chauffé, ce qui fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de mouvement de la fondation. Donc, la fondation du côté entrepôt est à refaire au complet.
Donc, comme vous pouvez voir les images, il y a beaucoup de fissures à l'intérieur de la section entrepôt. Encore une fois, du côté entrepôt, on parle du plancher. Vu que ce n'était pas chauffé, l'humidité a quand même affecté la structure au niveau du plancher. Donc, le plancher également, selon l'étude structurelle de J. Richard, nous suggère de changer le plancher au complet. Donc, les photos vous démontrent un peu cet aspect-là. Puis au niveau, encore une fois, des supports principaux, bien l'humidité a affecté les supports principaux. Donc les ingénieurs nous suggèrent de changer les structures, les supports principaux de toute la section qui est entrepôt également. Donc vous pouvez voir certaines images comme quoi que les supports ont été détériorés avec le temps dû à l'eau, l'humidité. Maintenant, quand on va du côté de la maison, le problème majeur du côté de la maison, c'est les supports principaux dans la cave. Le reste est quand même en bon état, selon les ingénieurs. Mais les supports principaux dans la cave, il y a eu un certain montant d'humidité dans la cave aussi. Vous pouvez voir là, certains supports principaux qui se désagrègent. Donc, il suggère, J. Richard, de changer les supports principaux du côté de maison. Puis l'autre recommandation du côté de la maison, c'est les linteaux. Donc, à n'importe quel endroit où il y a une fenêtre ou une porte, il n'y a jamais eu de linteau au-dessus des portes ou des fenêtres. Donc, c'est une des recommandations de J. Richard, c'est de mettre un linteau pour s'assurer d'éviter le mouvement de la maison, du côté de la maison. Donc, à part donc, ce que je vous ai présenté là, c'est vraiment les enjeux principaux, ceux qui sont reliés, parce que vous avez vu dans l'étude qui associe un coût aussi à chacun de ces travaux-là. Donc, c'est les travaux qui engendraient les plus grands coûts, c'est ces problèmes. Maintenant, quand on parle des prochaines étapes, donc j'ai fait vraiment rapidement, juste pour que vous ayez une idée où ce que le département veut s'aligner avec la gare de Bourgette. Donc la première étape, puis qui est dans le rapport de ce soir, la résolution qu'on a lue, c'est de trouver une firme d'ingénieurs pour faire des plans et devis des travaux effectués selon l'étude structurale. L'étape suivante, ce serait de revenir au conseil municipal, une fois qu'on aura fait le processus de soumission, pour présenter les résultats de ces soumissions, puis de vous revenir en vous indiquant, bien voici la compagnie que nous on suggère pour aller, la firme d'ingénieurs qu'on suggère pour faire les plans et devis. Dans cette étape-là, il n'y a pas de coûts associés, comme vous avez pu voir au rapport. Donc nous, ce qu'on demande ce soir, c'est tout simplement de procéder à la prochaine étape, qui est d'aller en soumission pour trouver une firme d'ingénieurs pour faire les plans et devis. Une fois qu'on aurait les plans et devis, si jamais le conseil municipal accepte, on irait, avec ces plans et devis-là, on retournerait en soumission pour trouver une compagnie, un contracteur qui serait capable de faire les travaux qui sont suggérés selon les plans et devis. Donc on parle de changer les poutres principaux, soit de l'entrepôt ou du côté maison et ainsi de suite, là, toutes les défectuosités que je vous ai présentées. Par la suite, c'est certain, ça serait d'octroyer le contrat pour les réparations, puis en fin de compte, superviser les travaux de construction. Donc, c'est un peu vraiment rapidement. Moi, pourquoi je voulais vous démontrer ça aussi, c'est que l'étape de ce soir n'est pas critique dans le sens où il n'y a pas de frais énormes qui est associé à ça. Puis à chaque étape, on reviendra au conseil municipal pour avoir votre approbation. Quand j'ai fait la tournée avec plusieurs d'entre vous, une des questions principales qui m'a été posée, c'était au sujet du bail de location, donc le Land Lease Agreement. J'ai sorti directement les deux sections du Land Lease Agreement qui parlaient au niveau de la durée du bail. Donc c'est certain, on ne se le cache pas, la piste et le terrain appartiennent à Via Rail. Nous, on est seulement que locataire du terrain, mais on appartient à l'édifice. L'entente qu'on a présentement signée, qu'on a signée en juillet 2014, est bonne jusqu'au 23 août 2020. À l'intérieur de l'entente, on a une clause de renouvellement pour une période de 10 ans. Donc, on a une possibilité de renouvellement pour une période de 10 ans qui est à même le contrat qu'on a en ce moment. Ce que j'ai ajouté au bas, ça c'est la clause qui permet à Via Rail, en notre mot, d'avoir accès à son terrain ou à sa piste en tout temps. Donc, même si on a un bail de 10, 20, 30 ans avec Via Rail, Via Rail, mais, puis ça c'était catégorique parce qu'on l'avait négocié, Mme Lefebvre à l'époque avait tenté de le négocier, il se garde une clause pour pouvoir prendre possession du terrain à peu près n'importe quand, n'importe où, quand ça leur tente. Donc on a un contrat de 10, 15, 20 ans, il se garde cette clause-là, puis c'était catégorique dès le début que cette clause-là devait rester. Donc c'est la clause que je l'ai mis au bas du document.
qui se donne le droit de reprendre possession du terrain quand il le veut. Nous, à ce moment-là, s'il prendrait possession du terrain, la gare nous appartient, on pourrait la déménager ou quoi que ce soit. Mais, donc, en autre mot, eux autres peuvent reprendre, puis pour toutes, s'ils veulent, par exemple, un train léger ou quoi que ce soit, pourraient reprendre possession du terrain. J'ai pris l'opportunité d'appeler les Conseils unis, parce que les Conseils unis ont un contrat, eux aussi également, avec Via Rail pour tout ce qui est du sentier récréatif. Puis les clauses sont les mêmes, la date de fin du contrat est la même, le renouvellement est le même. Donc les Conseils unis investissent à chaque année de l'argent au niveau de la piste, du sentier récréatif, sachant les mêmes données qu'on a en avant de nous. C'est certain qu'après avoir parlé à Mme Lavigne des Conseils unis au niveau du développement économique, c'est certain qu'aussi au niveau des conseillers des Conseils unis, c'est toujours quelque chose d'un peu nébuleux, dire on investit dans une piste qui, on ne sait pas, peut-être un jour va tourner. Donc c'est à vous de décider là, comment on s'aligne avec ça. Puis enfin, bien, si on parle de la gare de Bourgette, c'est certain que c'est un édifice qui a de l'âge, mais il y a une importance pour la gare de Bourgette. Puis les gens de la communauté de Bourgette et Clarence-Rockland voient une importance dans la gare, donc je vais laisser Mme Leroux un gros 3 minutes. On peut poser une question avant? Avant? Oui. On va écouter Mme. On va écouter Mme. J'ai fait des notes. Tu as fait des notes? Pendant qu'ils vont se rappeler des questions. Vous avez bien fait ça, M. Jumainville, pour votre première fonction. C'est vrai que vous avez eu un bon professeur pour vous montrer. C'était un bon élève. Madame Leroux, venez-vous 3 minutes. Hein? C'est vous qui l'avez dit. Ben, c'est sûr que ça m'a été dit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en passant, c'est ma première réunion conseil municipal depuis que vous êtes élu. Et c'est intéressant de s'asseoir là, puis de voir la chimie. Intéressant. Je n'ai pas dit que c'était pas bon, là. J'ai dit que c'était intéressant. Vous avez pas usé votre 3 minutes, madame? Non, ça c'est à côté. C'est à côté. OK, je peux commencer à timer si tu veux. OK, je suis Jocelyne Leroux, je demeure à Bourgette, pas loin de notre fameuse gare. Et puis, je vais vous parler un petit peu de la gare, qui est très précieuse pour nous à Bourgette. Elle a été construite en 1897. Elle fait partie de notre patrimoine. Et puis, il y en a d'entre vous qui vont reconnaître quelque chose. Ça a aussi une importance historique, non seulement pour nous à Bourgette, mais pour toute la région. Plusieurs personnes ont bénéficié de moyens de transport pour la livraison de marchandises. M. Desjardins, ça rappelle de ça. Et de toute la région de la cité, l'accueil de visiteurs qui viennent nous visiter, ou bien un moyen de transport pour... Oui, il est vieux de même. Pour un moyen de transport pour aller travailler à Ottawa. Elle est la dernière gare sur le circuit Montréal-Ottawa, qui est connue sous le nom du circuit M&O. Si tu regardes toutes les cartes de CN, c'est M&O. Cette gare a aidé à l'économie et la prospérité de toute notre région. Nous avons établi un petit comité avec l'aide de nos collègues ici, là, pour établir des possibilités futures. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la gare pour donner une seconde vie à ce bâtiment? Puis jouer des yeux, là, puis il y en a qui sont là, c'est vieux comme job, ça. C'est pas grave. Le comité a rédigé une liste d'activités qui pourraient bénéficier du fait qu'elle est sur le sentier. Parce que vous savez tous que le sentier récréatif, c'est un attrait touristique du CUPA. Ça fait qu'on peut bénéficier de ça. Par exemple, on peut faire un halte pour les gens qui utilisent le sentier avec un petit casse-croûte qui permettrait de faire un petit peu de sous, puis des emplois pour des jeunes de l'été. Une place pour l'exposition des arts dans l'entrepôt, c'est très possible. Et puis un marché de fruits et légumes, 2 fois ou 3 fois par année. Une soirée genre bistrot, parce qu'on veut allonger le quai, avec des artistes locaux qui pourraient venir nous amuser. Une petite salle de rencontre pour les entreprises. Ça m'a déjà été approché. 3 entreprises m'ont demandé si la gare était prête. Pas tout à fait. Et sur le côté d'éducation, parce que je suis beaucoup sur l'éducation, on peut recevoir des groupes d'écoles et puis leur présenter des programmes où est-ce que c'est qu'on peut leur montrer l'importance de la gare, tout le système ferroviaire dans notre région dans le passé, et avec des expositions d'artefacts que j'ai déjà commencé à ramasser. Ça, c'est juste pour nommer quelques-unes de nos activités qu'on a établies.
qu'on a pensé. La possibilité de développer économique est très excitante et très importante pour notre petit village et toute la région. Nous aimerions léguer à nos générations futures un endroit qui peut refléter notre patrimoine et notre histoire. Très important. Le comité est prêt à travailler sur des demandes de fonds, je veux dire, pour aider à défrayer les travaux nécessaires pour la restauration, parce que c'est une restauration et non une rénovation, parce que c'est toujours bien la dernière gare sur le circuit M&O qui est situé dans notre cité Clarence Rockland. Mais tu sais, mon 3 minutes est quasiment fini. Ça fait que je pourrais vous en parler pour longtemps, mais mon 3 minutes est fini. Alors, merci de votre écoute et nous espérons que votre réflexion, parce que je sais que vous avez une grande réflexion à faire, sur ce projet vous amènera à une décision qui va favoriser la possibilité d'un développement économique dans notre région et la préservation d'une petite partie de notre patrimoine. Merci. Bonne réflexion. C'est parce que j'ai deux côtés, hein? J'ai le côté contribuable, puis j'ai le côté projet. Merci beaucoup. Merci. Merci, madame. Et si jamais vous voulez savoir c'est quoi la chimie que je vois, là, il y a de moi. Là, j'ai des commentaires. Fâchez-vous pas, là. Je regarde Mme Chaugnard. Moi, je regarde ça à deux têtes. Premièrement, j'adore les gares, j'adore les trains. Je trouve que l'aspect historique est exactement ce que vous avez dit. J'ai aussi pensé plusieurs fois d'avoir un petit casse-croûte là-dedans. Moi-même, j'ai emmené mes enfants sur le sentier récréatif. Je veux dire, puis le montant de personnes que je voyais, je vois une valeur dans avoir quelque chose comme ça. L'autre bord de mon petit diable, là j'essaie de voir exactement l'argent qu'on dépense là-dedans, parce que moi, toute notre responsabilité, c'est c'est vraiment faire ça, qu'on dépense l'argent des contribuables efficacement. Merci. Moi, je regarde ça et je dis, avec les centaines de mille qu'on va dépenser, c'est combien? 450. Ça vaut presque, parce que le montant de réparation à être fait, c'est énorme. Moi, je regarde ça, est-ce que ça vaut plus la peine de le défaire et rebâtir quelque chose dans le même lieu qui va être... Ça ne coûtera pas 400 000 pour rebâtir quelque chose qu'on sera capable d'utiliser. Alors moi, c'est ça que vraiment que je commence à jongler. Parce que, comme j'ai dit, je vois l'aspect historique puis que ça rassemble les gens. Je vois aussi l'aspect que ça coûte beaucoup d'argent à refaire une bâtisse. Puis même, comme M. Grimard avait dit, puis je m'excuse si je suis télé, mais c'est même sur un terrain qui ne nous appartient même pas. Je détesterais mettre 400 000 $ sur quelque chose puis que VIA revienne dans 15-20 ans et dire, sais-tu, on va le reprendre puis on va faire quelque chose. Puis après ça, on le perd. C'est même plus un usage. Alors, mais la bâtisse va rester. La bâtisse, oui, mais c'est quand même sur un terrain qui ne nous appartient pas. C'est pas comme que je ne suis pas contre votre idée, parce que j'adore l'aspect historique, comme j'ai dit. Je suis vraiment, I'm torn on this one. So. Je suis là. Ouais. Oui. Tout d'abord, j'ai vu la photo très très belle. J'ai eu la chance de lire les 80 pages du rapport. Je les ai bel et bien lus plus qu'une fois. J'aime beaucoup le patrimoine, mais lorsque j'ai lu tout d'abord, il y avait des questions concernant la nouvelle incorporation, aussi l'entente du bail. Jean-Luc nous en a parlé. Mais la chose qui me fait très très peur, c'est, on dit qu'il y en a très peu, c'est l'asbestos. Parce que si je regarde dans la page 171, ça dit « Prior to the redevelopment, renovation, or demolition project, a document summarizing the presence of all ACM. So l'asbestos must be available to contractors and subcontractors request to tender. ACM is good condition can remain in the building in accordance with a detailed outline for
ongoing asbestos management. Ça le tabac. Je crois que M. Jubainville a une réponse pour ça. Juste concernant l'asbestos, nous autres aussi au début on avait peur, mais si on relit bien le document puis le rapport, il y a deux endroits tout simplement qu'il y a de l'asbestos dans toute la gare, puis c'est deux endroits qui sont vraiment isolés, qu'on peut facilement enlever l'asbestos sans grand coût associé à ça. Donc c'est autour d'une fenêtre dans la cave, donc c'est un genre de, excusez le terme anglais, mais de tar noir qui a été mis. Puis au niveau de la colle le tapis a été collé, donc à certains endroits il y a de l'asbestos, mais c'est tout à travers toute la gare. Donc c'est deux endroits vraiment isolés. J'en ai vu 3, mais ça dit qu'ils ne peuvent pas confirmer qu'il n'y a pas d'un mur parce qu'en fait, certains petits trous d'un mur, comme qu'on a regardé lors de la visite. Et puis c'est ça qui me fait peur. Je me demandais tout le temps, ça a été mentionné un petit peu, là, vu que j'aime bien ça, là, je dirais on construit quelque chose de nouveau qu'on peut déménager. Parce que la structure actuellement, le rapport, la fondation, les murs, puis lorsqu'on parle des murs de la structure, on dit bien qu'on ne peut pas donner le rapport de la structure parce qu'on n'a pas d'effet à l'intérieur. Madame Chouanière, quelque chose? Je préfère attendre Je pense que ça va être plus positif sur votre base, pour ça que je fais un mélange. C'est pas que c'est négatif. Mais premièrement, c'est que pour l'asbestos, ça ne m'inquiète pas du tout. Puis on a eu beaucoup de rassurance. Là. Puis aussi, c'est que les propriétaires, il y a quand même la famille Robillard qui a demeuré là pendant plusieurs années. Alors, le père de M. Robillard était là quand ils ont ajouté les murs par-dessus. Alors, lui savait exactement ce qu'il y avait derrière les murs. Alors, on n'est pas trop inquiet de ce côté-là. Des surprises, là, il n'y en aura pas vraiment. Alors ça ne m'inquiète pas trop. Le côté de dire de rebâtir, mon inquiétude avec ça, c'est que ça n'aura plus le même cachet. Si on met ça complètement à terre et on rebâtit quelque chose de différent, ça devient une nouvelle structure. C'est plus la gare, il n'y a plus l'aspect historique, il n'y a plus... ça enlève toute l'idée du projet. Puis, tu sais, autant là, comme les églises vont tout faire pour pouvoir garder là, les artefacts, l'aspect le plus réel possible. Mais je pense que c'est important pour la gare aussi. Puis moi, je suis allée en voir des gares au Québec, à 2-3 endroits. Puis c'est tellement occupé l'été, là, les gens arrêtent en bicyclette. Ça permet aux gens de communiquer d'un arrêt, premièrement, entre Montréal et Ottawa. Alors, puis il y a de plus en plus de Québécois qui partent du Québec et puis qui cherchent à se rendre jusqu'à Ottawa. Puis, ils partent là, une journée ou deux. Alors, ça veut dire que ça peut occasionner d'avoir des bed and breakfast dans la région. Ça peut occasionner d'avoir plus d'achalandage dans notre région. Puis, je pense qu'on a besoin de ça. Le genre de commerce, on a dit souvent, les commerces ne veulent pas s'installer autant dans les villages parce qu'ils sont plus loin de la clientèle. Mais ça, c'est un projet qui va permettre justement d'apporter un aspect différent. C'est ça la richesse de Clarence-Franklin, c'est qu'on a la forêt et la rose dans une extrémité, mais on a par contre la rivière de l'autre côté. Alors ça fait partie de la richesse de Clarence-Franklin, d'avoir une gare. Il y a même il y avait eu même des offres là, pour l'acheter, puis il était prêt à payer là, plusieurs centaines de milliers de dollars, puis pour le mettre dans un autre parc ailleurs. Alors, je pense que c'est important pour les gens, puis même les gens de Waukon, les gens de tous les villages, c'est là qu'elle allait prendre le train, puis il y en a qui en parlent beaucoup, là, c'est encore très vivant chez eux. Très, très bons souvenirs. Madame Simard? Je vais le dire en anglais. I wrote my notes in English. I think we need to make a decision either way, because right now we're heating this building. And I know some of you don't want to do any of the work, because if Via Rail comes and takes it back, we have a couple years, right? 4 years until the lease is up, but what if we get back? Then we're going to have it another 10 years. At some point, we have to make a decision. I think we should have a plan B, and if they decide to take it back via rail, the land, then we can move the building. There's no point, I don't see why we wouldn't do that. It is a historical... After seeing it, it'd be easier enough to move. That's what I'm thinking. It's a historical landmark, it should stay, and we should do something with it, but either way, we need to make a decision for both towns. Je pense que tout le monde a le cœur à garder la gare, pas telle quelle, dans la rénovation, mais ceux qui ont... Moi-même, j'ai souvent rénové des édifices, des vieilles édifices. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On le sait que le 450 000, ce n'est qu'un petit budget. Ça va probablement doubler et peut-être tripler. Je pense qu'on pourrait garder l'aspect
de la vieille édifice en rebâtissant quelque chose qui aurait vraiment une utilité aussi, la même utilité que vous voulez lui donner. Je comprends l'histoire du patrimoine, mais on peut garder tous les souvenirs et peut-être le mettre en exposition avec l'histoire de la gare. On a même dans Bourgette, on a un grand centre récréatif qui n'est pas utilisé à capacité. Et là, on veut rajouter un autre édifice qu'on va dire qu'on va utiliser. Je pense qu'il faut regarder vraiment au futur ce qu'on veut faire. Parce que si on regarde à 450 000 seulement, on regarde à 3 des taxes. C'est ça que ça regarde. Il y a des octrois qui peuvent aller chercher. C'est pas tout. Qui peuvent, oui. Mais on a demandé des octrois pour des chemins, on ne peut pas en avoir. On a d'autres choses, d'autres projets qui sont très importants. C'est pas tout dans la même année, par exemple. On peut pas des levées de fonds aussi, n'oubliez pas ça. On a des levées de fonds, on peut aller chercher de l'argent. On n'est pas obligé de mettre à 450 000 cette année. Là. On peut faire ça graduellement. Non, je suis d'accord, M. La bâtisse est là depuis 1897, on ne pas de non, exactement. Mais c'est pas ça l'affaire, c'est qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre dans une rénovation des édifices. Je suis d'accord, mais c'est ça que je dis. On va tranquillement, on fait des levées de fonds, on va être capable de le bâtir tranquillement. Rome, c'est pas bâti dans une journée. M. Simoneau, vous avez des commentaires? Ben, des questions et des commentaires. Dans votre rapport, M. Jubinville, sur l'impact financier, vous parlez de 450 000 $. C'est quoi, ça représente quoi, là, le 450 000 $? On a mis ça de côté dans le budget pour ce projet-là ou? Au niveau, ben, c'est le département des finances qui a ajouté ce commentaire-là au rapport comme tel. Donc, il y a un montant qui a été identifié l'année dernière au niveau d'une partie venant des frais de développement, development charge, puis l'autre partie vient des frais généraux de la ville. Donc, il y a un montant l'année dernière qui a été identifié, puis un montant supplémentaire cette année qui a été identifié. On parle de 450 000, les deux montants additionnés ensemble. OK. Là, je vous retourne d'abord à l'étude qui a été faite par Dale Richard à la page 30. On parle des coûts pour ramener l'édifice à un niveau où ce que la réhabilitation va pouvoir se faire ensuite. Puis, laissez-moi finir. Si j'ai bien compris, on parle de 275 320 $, OK, qui est à l'étude pour ramener l'édifice au point où ce qu'on va pouvoir en faire une réhabilitation. Aujourd'hui, on n'appartient pas le terrain, on ne peut pas avoir les commitments en français ou whatever avec CN ou VRI. On ne sait même pas, aujourd'hui, on parle de 275 000 $ pour réhabiliter, pour ramener la bâtisse à réhabilitation. Ensuite, ça va coûter combien pour faire votre projet? On parle-t-il d'un autre $1 million? On parle-t-il d'un autre 300 000, 600 000? C'est ça que... Il y a tellement d'inconnus que... On me semble que c'est prématuré. Donc, dans l'étude de Plania, si vous avez lu l'étude de Plania au complet, il avait déjà été identifié un montant de 575 000, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Par contre, ça, c'était des sommes juste estimées. Mais est-ce que ça va dépasser les montants estimés? Possiblement. On parle de 575 000, on parle de 275 000, on a rendu à 800 000. Donc, à l'intérieur du rapport de Plania, quand Plania a fait son évaluation des frais associés à ça, il y a la partie structurelle qui rentre à l'intérieur des frais associés à ça. Donc, ce n'est pas les deux frais additionnés, mais bien les deux. Oui, mais monsieur Jubinville, à moi je me trompe, l'étude qui est structurelle, qui a été faite par Dale Richard, est venue après ce que Plania avait présenté. Quand Plania a fait son évaluation, il y a des architectes qui sont rentrés à l'intérieur de la gare pour évaluer l'état. C'est vrai que c'est un état sommaire de la gare, puis eux autres qui ont pris leurs observations pour évaluer un montant. C'est certain que ça reste une évaluation. Alors, je vais vous poser la question. Le groupe Plania, dans son rapport, combien est-ce qu'il y avait d'argent pour problèmes structurels? On vient de découvrir que c'est 275 000 $. Est-ce qu'il avait mis 100 000 de côté? Est-ce qu'il avait mis 300 000? Parce que moi, j'essaie d'évaluer ce que Plania nous dit
Plénière dit que c'est 575 000 pour le projet. Mais là-dessus, si on met 100 000 pour faire les rénovations, ça veut dire qu'il en reste 475 000 pour la réhabilitation, comme Mme Leroux a tient à dire, c'est de la réhabilitation. C'est ça que j'essaie d'évaluer. J'essaie d'avoir un montant total. Le montant fixe, c'est comme, un peu comme M. Leroux a mentionné auparavant, c'est une réhabilitation d'un vieil édifice. C'est pas un montant fixe exact. C'est vraiment des évaluations de différents professionnels dans le domaine. Plania a fait son évaluation autour de 575 000. Il faudrait que je confirme les montants. Il faudrait que j'additionne vraiment pour confirmer exactement comment se planifiait mettre au niveau structural. Je n'ai pas la réponse là, mais je pourrais vous l'avoir. Je peux vous dire, puis M. Grimard va probablement confirmer, je déménage d'un appartement en fin de semaine, OK, parce que j'ai vendu la maison. Je peux vous dire une chose, que malgré toute la pression que je peux avoir de ma femme pour faire des améliorations qui vont me coûter de l'argent, j'en mettrai pas une scène parce que ça ne m'appartient pas. Puis, j'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui à rénover ou réhabiliter une bâtisse que j'en suis même pas propriétaire. On a des propriétés, nous autres mêmes, on a la Réunion Jean-Marc Lalonde. Elle nous appartient, on n'a même pas d'argent pour la réhabiliter, puis on parle d'aller dépenser de l'argent à réhabiliter un bâtiment qui ne nous appartiendra jamais, sur du terrain qui ne nous appartiendra jamais. La bâtisse nous appartient. C'est le terrain. M. Glimard. Premièrement, le rapport de J.L. Richards était excellent. Je l'ai lu, les photos se répétaient, mais on pouvait vraiment voir l'état. Mme Chouanière a fait un commentaire qu'on aime avoir les églises, mais les églises, c'est des fonds privés. C'est souvent des levées de fonds. La cité peut aider avec certains avantages, mais c'est de l'argent privé. Je me sens très mal à l'aise d'approcher les citoyens et de dire on va mettre 450, mais on n'est pas sûr, de fonds publics. Oui, il va y avoir des levées de fonds et j'apprécie ça au maximum. Mais on ne lèvera pas près d'un demi-million en 1 an ou en 2 ans. Et j'ai beaucoup de problèmes de voir 450 000 s'en aller dans un édifice pour le rénover. Ça ne sera même pas un édifice neuf. Bien, il va presque être neuf là, avec tout ce qu'on doit faire. Alors que ce 450 000-là, on a des édifices qui nous appartiennent, qu'on veut transformer pour rendre ça plaisant pour les citoyens au complet. Moi, j'ai beaucoup de misère à prendre des fonds publics dans le contexte économique de notre cité où les paliers gouvernementaux nous coûtent à chaque année. On veut prendre 450, à mon avis, et plus. J'ai rénové un vieil édifice. Il y a toujours des surprises et on ne sait pas dans quoi on s'embarque. On a une idée, fondation, mur, toit. Il n'y a pas d'électricité, pas de plomberie, pas de réparation de mur, pas de construction à l'intérieur. Moi, je ne crois pas que je suis capable d'appuyer un projet comme ça dans le contexte économique. Et en plus, on peut se faire appeler demain matin, puis VIA dit, on met un light rail qui va amener les gens d'un petit peu plus loin rapidement à Ottawa. Vous devez déménager votre édifice. Qui va payer pour le déménagement de l'édifice? Ça va être nous qui va être pris pour ça parce qu'ils peuvent dire, vous sortez par telle date. Je ne suis pas capable d'approuver ça en ce moment. Les mots favoris du contracteur vont être extrêmement... Monsieur Lalonde, s'il vous plaît. J'aimerais juste vous dire que lorsqu'on parle de subvention provinciale, on ne pourra pas qualifier pour un sou. Parce que lorsque tu demandes une subvention provinciale, puis le terrain ou l'édifice ne t'appartient pas, tu dois soumettre une lettre comme quoi tu as accès pour 5 ans, minimum 5 ans. La bâtisse là, appartient. Pardon? La bâtisse nous appartient. Oui, mais le terrain ne nous appartient pas. Il ne prêtera pas, il ne donnera pas un sou. Monsieur Lalonde. Monsieur Jubainville, j'assume que l'entente que CN a avec la ville d'Ottawa est la même chose, 2020. Pour la ville d'Ottawa, je ne suis pas certain. Je peux confirmer pour les Conseils. C'est la même date exacte. C'est les mêmes restrictions. Ouais, c'est ça. Non, c'est plus pour avoir une idée de quand est-ce que la négociation sera faite pour le prochain temps. Parce que j'assume qu'en 2020, c'est là où il y aura une très grande négociation qui va être peut-être faite avec la ville d'Ottawa, avec les Conseils pour voir une durée potentiellement plus grande que 5 ans. Je ne pense pas qu'ils sont prêts à installer un light rail d'ici une couple d'années, mais on ne sait jamais. Il y a des choses qui peuvent toujours nous surprendre.
ce que je peux comprendre avec ça serait de se rendre jusqu'en 2020 pour voir jusqu'à temps qu'on fasse. C'est comme je l'ai dit, si on n'est pas éligible pour avoir des fonds provenant. On ne sait pas ça, on n'a pas. Ben, à moins que tu dis tu vas construire, tu vas déménager, il y a peut-être une possibilité. Est-ce que c'est Pourquoi qu'on ne dit pas, mettons, on va attendre, je ne sais pas, donnez-moi une période de temps, voir si on peut aller chercher des octrois ou faire une levée de fonds, voir qu'est-ce qu'on peut faire à Bourgette. Mme Leroux, je sais qu'elle est tout le temps déterminée quand elle prend un projet. Fait que, pourquoi qu'on ne donne pas quelques mois pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider dans une levée de fonds ou des octrois de quelque sorte, soit au fédéral ou quoi que ce soit là. C'est bien qu'on peut aller trouver quelque chose pour aider notre solution. Est-ce que, sur le 275 000, est-ce que tout doit être fait en même temps? Est-ce que ça peut être étalé sur quelques années? C'est comme je pense qu'après avoir vu à Baptiste, d'abord qu'on mettrait des supports en tout, ce serait la chose, la priorité. Je ne voudrais pas perdre l'intégrité de l'édifice. Voir si on est capable d'aller chercher du financement comme M. le maire dit. Mais, Il faut penser une chose, hein. C'est beau de dire, oui, on a comme l'aréna Jean-Marc-Lalonde qu'on n'a pas les moyens, mais à un moment donné, il faut qu'on investisse partout dans la municipalité. Puis, Bourgette, Saint-Pascal, Cheney, Hammond, on est à l'autre bout. Alors, à un moment donné, on a besoin d'avoir des choses différentes de ce qu'il y a ailleurs dans la municipalité. Il faut que les gens soient un peu plus mobiles, qu'ils se promènent partout dans la municipalité. Puis, je pense que ça va permettre justement de nourrir un peu l'économie locale. En plus d'avoir, ça donne un sens d'appartenance, la gare est très importante pour les citoyens. Les citoyens, ils sont connus, on parle de plusieurs générations. Alors, il y a quand même cet aspect-là qui est important de tenir compte. La raison pourquoi ils ont l'échéance est en 2020, c'est parce que Via Rail a décidé de mettre tous ces contrats la même année. Parce qu'avant, c'était tout différent. Un 50 ans, un 99 ans, un autre 20 ans. Alors, en 2020, c'est là qu'ils vont déterminer la longueur des prochains. Puis là, tout le monde va être en même temps. Alors, ce qu'ils prévoient faire, c'est après ça, c'est des contrats de 20 ans à la fois. C'est ce qu'ils ont parlé. C'est ce que M. Robillard a obtenu d'informations avant le vente. Alors, c'est la seule raison pourquoi ils ont mis une date là, butoir de 2020. Pendant que M. Zant s'est rappelé de ce qu'il voulait demander, on va le laisser. J'ai levé ma main, j'avais une idée, je l'ai oublié, là je l'ai reçu. Je suis plutôt, à la place de dire on va différer pour savoir si on a des octrois ou plus de fonds, je suis plutôt sur la même idée que Mme Simard en disant il faut prendre une décision là-dessus. Écoute, ce projet-là a commencé en 2013. On est rendu à 2016. Là, après ça, on veut différer pour aller chercher de l'argent. On va peut-être retrouver ça en 2017. Écoute, il faut prendre une décision. Je suis de la même idée que Mme Simon. Peut-être, si les gens veulent avoir peut-être un mois, aller voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est une affaire, mais de dire un autre 6 mois à 8 mois pour qu'on en reparle. Mme Leroux, vous faites partie du comité, je suis certain que vous êtes en charge. Il n'y aura pas personne d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous donnez quelques mois, ça servirait tu sais, à quand j'étais placée ici, puis je vous ai dit, hein, j'étais comme moitié-moitié. Hein? Ouais. OK? Parce que, premièrement, je suis très fière de vous et très contente en tant que contribuable, OK? Que vous pensez au montant d'argent qui doit être déversé pour faire quelque chose qui a de l'allure, OK? Comme contribuable, OK? Je suis bien contente, je suis fière de vous, puis bravo. Sur l'autre bord, par exemple, je le veux, le projet. Mais je comprends votre dilemme, puis je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire ça, là. Mais ici, nous autres à Bourgette, là, c'est notre point fort, OK? Puis même durant l'hiver, que ce soit l'hiver ou l'été, c'est pas grave. Mais je peux vous dire que je le sais que c'est beaucoup d'argent, puis je sais qu'on ne sait pas, puis je suis bien d'accord avec M. Levert, que 450, ça va comme exploser, parce que c'est sûr, c'est une vieille bâtisse. Puis je suis contente que M. Lalonde, ici, il est très fort sur le patrimoine, et moi aussi. Mais tout ça, c'est bien beau, mais il faut trancher.
je comprends qu'il faut trancher, il faut faire ça, là, parce que je veux pas être encore ici l'année prochaine et l'année suivante et l'année suivante. Parce que je suis après de vieillir, là, moi, là, tu sais, là, puis à un moment donné... Vous êtes après? Je suis vieillie, là. Mais c'est juste qu'on ne veut pas perdre votre temps, puis on ne veut pas perdre le temps du comité et des gens de Bourgette qui ont toujours espoir. Mais on pourrait-tu aller trouver des volontaires? Peut-être que si on trouvait des volontaires pour faire une grosse partie de l'ouvrage. Ça OK. Ça devient délicat aussi, hein? Je le sais. Parce que vous êtes propriétaire. Vous êtes propriétaire de l'édifice. Comme Saint-Pascal, Bourgette, il y a des volontaires. La seule chose avec on a déjà contacté au niveau des assurances pour voir qu'est-ce que les bénévoles pouvaient faire, parce qu'on a une grande volonté de la part des gens de Bourgette. Malheureusement, au niveau de liability, les travaux doivent être mineurs. Peinture, qu'est-ce qu'il n'y a aucun risque. C'est comme, tu peux pas monter sur un escargot, tu tombes en bas, tu vas actionner la ville. Mais non, mais il faut vivre avec. Il faut penser aussi que ça peut se faire en stage. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est beau de regarder le total, mais je pense qu'il faut à un moment donné dire, mais on fait peut-être étapes 1 et 2, puis on va être en meilleure position. Là, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est justement d'avoir une idée. On veut engager une firme qui va préparer les plans de vie. Ça va nous donner exactement le portrait de ce qui doit être fait, les montants qui vont devoir être mis. Puis ça revient ici pour une décision de toute façon. Mais je pense que c'est important. Combien ça va nous coûter, Gail Richards et Plénière, on a déjà 2 études là-dessus. On sait pas mal exactement qu'est-ce qu'ils vont nous dire en fait de prix. Fait que finalement, ce qu'il faut décider aujourd'hui, c'est de savoir la volonté des membres du Conseil à pouvoir maintenir un édifice historique. Est-ce qu'un mois de plus vous donnerait la chance de voir? Non? OK. D'abord, on tranche à quoi? C'est un mois. Un dernier mot. Vous avez beaucoup à dire à soir, Je pense que... Moi, j'aime bien la gare de Bourgette. La raison, c'est qu'il en reste une gare dans la région. Il n'y en a plus deux. Il n'y en a plus de gare. C'est parfait. Présentement, on a mis un toit neuf. Elle est bien chauffée. Si on peut préserver au moins l'intégrité, quand même on dépenserait 50 000 pour faire sûr que rien qui va tomber. Je pense que ça nous amènerait du temps. Il n'y a personne qui veut détruire la gare. Je ne pense pas que c'est l'intention de personne. Mais je suis d'accord, ça fait depuis 2013. Il faut trancher ça. Mais quand même, il faut être de précaution de combien d'argent on dépense. Vous regardez à 260 000 pour maintenir l'intégrité de l'édifice selon ça. Oui, mais il y a des redevances d'exploitation. Il y a des redevances d'exploitation. Je suis sûr exactement qu'est-ce qu'ils font là. Non, mais il y a une redevance d'exploitation. Je pense qu'il faut trancher à soi, c'est bien mal. Madame Leroux. Juste par rapport, donc l'intégrité, si on parle d'intégrité, en ce moment, la gare ne se détériore plus parce qu'on a fait des rénovations qu'on avait à faire. Quand on parle des travaux de Rogers pour respecter la future vocation de la gare, donc une utilisation publique, à cause d'une utilisation publique, quand le bâtiment exige plus, il faut la renforcer. Donc, juste pour confirmer ça. Le renforçage, je pense que c'est l'affaire la priorité. Exactement. Donc, c'est pas, on n'a pas besoin d'investir sur le point pour assurer l'intégrité. Dernier commentaire avant qu'on décide. J'aiderai probablement pas mon point, là. OK? Mon point, c'est ce côté-ci, là. Ce côté-ci. Mais il faut penser aussi qu'il reste seulement 4 ans. Hein? OK? 4 ans jusqu'à 2020. Ça fait que si... Moi, j'ai une décision de femme, OK? Qui dit qu'on n'aura pas de trouble après, là, ils vont nous en donner une autre extension. Mais il faut penser à combien d'argent vous êtes prêts à investir d'ici 4 ans. Parce que ce projet-là, pour nous, le comité, on voyait un 3 ans, là, OK? Là? Parce qu'on voulait le faire comme il faut, puis des fois, la machine, elle ne roule pas trop vite, tu sais. Tu vas de bord, des fois, ça ne roule pas trop vite, des fois. Ça fait que, tu sais, on se donnait un 3 ans, c'est vrai. Fait qu'on se donnait un petit 3 ans, mais là, on est rendu au 4e année, tu sais. Ça fait que je sais que je n'aille pas mon point, mais j'aime mieux que vous sachiez où ce que moi, dans ma tête, comme j'adore la gare, c'est chez nous, puis je vois bien des choses dans la gare, je vois ça, tu sais. Puis les gens, ils vont être déçus. Puis votre idée de bâtir une nouvelle à la même place, ça ne t'aidera pas plus. Parce que si VIA arrive et ils nous jettent dehors, il faut que tu déménages pareil. Ça fait que je sais que ça va coûter moins cher. Alors, je vous pose la question qui tue. Qui est en faveur de continuer avec la gare?
Monsieur le maire, je pense que ça, aujourd'hui, c'est juste de recommander à la réunion régulière. Ouais. C'est... C'est pas une réunion régulière, hein? Alors, C'est bien, moi j'aimerais, à mon avis, je m'excuse, monsieur le maire, j'aimerais avoir une couple d'autres semaines à y penser, à vraiment faire mes pros and cons, comme qu'ils disent. J'aimerais prendre la visite avec monsieur Jubainville pour aller voir avoir ça visuel. J'aimerais même aller au comité, je sais pas quand est-ce le prochain comité de la grâce siège, j'aimerais être présent. Non, mais j'aimerais avoir un peu plus de temps et vraiment y penser. Vous voulez avoir jusqu'à la prochaine régulière? À la prochaine régulière, On c'est amène parfait. la résolution à la prochaine régulière, puis on votera à ce temps. C'est bon? Pour moi, oui, je sais pas. Oui. Là, ça, c'est la. Là, on regarde, regardez l'ensemble de la gare comme elle est actuellement. Est-ce qu'on a eu une pensée de dire, ben peut-être, étant donné l'étendue des coûts, peut-être est-ce qu'on peut faire quelque chose d'un peu plus réduit? Puis, comment est-ce que ça pourrait affecter les Si coûts? tu fais ça public, t'as une chambre de bain à changer. Non, je suis train de dire, je regarde, As-tu été visité dans la oui, non, je sais, mais peut-être que, oui, on peut peut-être faire quelque chose de même, mais peut-être que vraiment, c'est l'affaire qu'on pourrait faire, c'est peut-être ça. Comme ce qu'on regardait l'autre jour avec M. Jubainville, c'est de former le haut, former le côté hangar, puis l'autre côté pour tout de suite, puis juste rénover un peu la partie d'hangar, la partie de la gare dans le milieu, là, puis la cuisine, tout ça. Je regarde des façons de ça pourrait mieux. En tout cas, on amène ça au vote la prochaine réunion, et puis on décidera là. Voilà. C'est beau. Oui. Vous avez déjà la recommandation les gars, donc si vous voulez l'apporter pour la prochaine régulière, voter en faveur, comme ça va aller sur la régulière. D'accord. Vous êtes tous en faveur de l'amener à la prochaine réunion régulière? Oui. Oui, merci. Et voilà. Monsieur le maire, j'ai une question. Oui. À la prochaine rencontre, est-ce que vous allez ramener le projet à la réunion et non ce que nous, on recommandait? Parce que si vous êtes d'accord à aller avec le projet, notre recommandation devrait suivre dans la même veine. Un ou l'autre, vous pouvez amener un ou l'autre, ça va être un vote pour ou contre. OK. Fait que nous, ce qu'on demandait, c'est on demandait juste d'aller en soumission pour avoir les plans et devis. C'était ça notre question du projet d'aujourd'hui. Ça va amener la question. Fait que là, on peut mettre les deux ensemble, est-ce qu'on va de l'avant avec la soumission et la gare? Parce que si on veut appliquer pour des subventions, etc., c'est toujours mieux quand tu es shovel ready en anglais. Quand tu as déjà les documents à l'appui pour pouvoir aller Parce que faire comme c'est là, la soumission, ça ne coûtera pas de scène. Oui, mais pour la soumission, ça prend, il faut que la municipalité supporte le projet. Parce que là, c'est plus facile d'appliquer pour les subventions. Ouais, on l'apporte à la régulière. Parfait. Merci, là. Merci, madame. Merci, madame. Prochaine 9.7, entente centre communautaire de Bourgette. Qu'il soit résolu que le comité plénière recommande au conseil municipal d'autoriser la signature d'une entente de gestion du centre communautaire de Bourgette pour le 1er mai 2016 au 30 avril 2017 entre la cité de Clarence-Rockland et le comité de loisirs de Bourgette, et qu'il soit aussi résolu que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adopter le règlement 2016-11 étant un règlement pour autoriser le directeur des services communautaires à signer l'entente entre la cité de Clarence-Rockland et le comité de loisirs de Bourgette tel que recommandé. Madame Chouanière, question? Tout le monde en faveur? Merci. Programme de provisionnement d'électricité LAS. Que le comité plénier recommande au conseil municipal d'adhérer au programme d'approvisionnement d'électricité LAS. Secondé par Mme Chouanière. Est-ce qu'il y a des questions, M. Lalonde? Lors de la dernière réunion qu'on a discuté de ça, le conseiller Lalonde avait eu une intervention en fonction des coûts qui étaient redonnés. Je sais que M. Lalonde avait posé quelques questions à M. Kilo. Je ne sais pas si M. Lalonde a encore la même question. Puis l'autre question que j'ai aussi, c'est est-ce que si jamais on adhère au programme, comment difficile que c'est se retirer si jamais on découvre que c'est pas une bonne chose pour Mr. Keo, how hard is it to get out of that plan if we're in it? The proposal as it stands, Mr. Mayor, is for a 2-year period. M. Lalonde? Moi, j'ai l'entente ici qui a été préparée par Jerry. Ça dit pas 1,5 années qu'on garantit avec le prix
soumettre. Et puis c'est seulement que 75% de la consommation qu'on peut avoir les prix qu'ils ont là. L'autre 25%, je ne sais pas. J'ai été voir Célie, ce que ça s'appelle, là, aux finances. Sylvie. J'ai fait sortir plusieurs. La majorité, à part de l'aréna de Clarence, est sur le domaine meter. Tout le restant des lumières de rue, l'hôtel de ville à Rockland, c'est tout sur le compteur intelligent. Il y a des fois qu'on paye 8 points quelque chose cents kWh, j'ai tout figuré. 11.1, 10.9, 9.38, c'est ça qu'on paye différent parce que c'est seulement selon la consommation le jour et le soir. Puis moi, je peux dire, monsieur le maire, je ne recommanderai jamais ça. C'est un vendeur d'électricité. J'ai été sur Google, puis j'avais appelé le ministère. C'est un vendeur d'électricité pareil que les autres qui cognent aux portes, mais celui-là cogne aux municipalités. Je recommanderais aussi, là, monsieur le maire, monsieur Clio, je recommanderais que les compagnies qui ont signé, pas les compagnies, les 137 municipalités, qu'on appelle d'eux, qu'ils nous envoient les copies de les trois dernières factures, puis après ça, je vous le dirai, de chacune des autres. So, Mr. Mayor, sorry I wasn't at the last meeting when this was discussed, but I do have a document that we're going to hand out, and it's up here. So I understand there was some discussion, some questions at the last meeting, and Councilor Lalonde has brought them up again today. And I just wanted to make it clear that LAS is something that was set up by the province of Ontario. We're the only... Approved by AMO, and the other 11 suppliers in Ontario are supported by the government. But they are independent sellers, like the LAS. But they're only available to municipalities. It is a mechanism that's been provided. Mr. Mayor, it's basically a mechanism that's been provided to municipalities for cooperative purchasing. I have some good experience in my previous world with the police force. We had cooperative purchasing as well, wherein all the police force in Ontario got together. What it allowed us to do, Mr. Mayor, is to purchase larger numbers of items. So the police cruisers is a great example. We would all put a tender together for all the municipalities in Ontario and go to Ford or whoever it was and get prices from Ford from the difference. So we had the power of the purchasing power because it was more involved. So this is similar type concept in that LAS gets municipalities together and is able to basically go to the market, buy electricity in the spot market, and the more electricity they're able to buy, the better prices they can get, and that's how they're able to derive some of the savings. Mr. Lalonde, Jerry Lalonde, our procurement officer who put the report together, basically shows that for us, they went back in time, the consultant from LAS went back in time, 2011 to 2014 is a chart in the middle. The green bars is where there would have been savings had we been under the LAS program. The red bars are where it would have cost us more. So it doesn't always provide savings. It provides savings at times depending with where the provincially regulated prices are and what the prices that LAS was able to buy on the spot market. What it did show is that over the last 5 years, they had a general average savings of about 4.2% to the municipalities that were involved in the LAS program with them. For Clarence Rockland in 2014, it would have been about $45,000 had we been part of their program. Obviously, we were not, so we're going back in time. There are no guarantees. They are a direct buyer, as Councilor Lalonde says. They are not a private outfit. They are a non-profit outfit. So they are been set up to provide cooperative purchasing for Ontario municipalities. Jerry Lalonde also put together an analysis with the consultant to show what could happen in 2016. This is just projections. There's no guarantees in these numbers. And we're looking at a potential of savings on the street lights of about $25,000,
and on all our other facilities that use electricity of about $14,000 for about $39,000. How many municipalities are in this, Mr.? 137. Mr. Mayor, we did contact 3 municipalities which are on the right-hand side of the chart: Mississippi Mills, Smith Falls, Brockville, similar sizes to us. And they have given us positive comments that they are seeing savings. Are they giving us all their details? No, they have not. But they have reported back to their councils that they are realizing savings over time with the LAS program. Mr. Zap? How are they able to get better electricity rates than me? Purchasing power. You'd have to speak to an expert, but my opinion on it would be that it's purchasing power. Hydro is not interested in providing the best prices. They're interested in providing a service to residents across Ontario. This type of organization is only interested on the price side. So they become experts at playing the market, if you will, and buying electricity at certain future prices that provides. So they are more expert in what they are doing. Is what my suggestion would be. Okay, thank you. Mr. Mayor. I'll stick in English. If 137 municipalities are doing it, and out of the 3 that you took the time, I think you're supplying very good and pertinent information. They all say they're making savings. I think it's worth a try. As Mr. Lalonde said, if it's for 1.5 years to, I don't know, if it's 2 years, let's try it. Just by estimating, we're close to $40,000 in economy in savings in 1 year. Even if it's half that, it's $20,000 that we can put somewhere else. So. The only other thing, Mr. Mayor, that I'd point out, sorry to interrupt, is we could go out to the market and to other direct sellers. In my opinion, we have this organization that's been set up through AMO, Councilor Lalonde is correct, strictly for providing the service to municipalities. So we could take the time to go out to the market and see how it would come back. The advice I was getting from when I went to a Municipal Finance Officers Association conference last year, I spoke with some treasurers and CAOs that were there, and they did not go competitively. We have the opportunity to go directly to LAS, and it's still within our procurement policy. The municipalities really want the provinces to be proactive and support with the development of the municipalities. Now they've set up a system that will help the municipalities with their hydro bills. I think it's important to be part of it and collaborate. Sign this up, and whatever savings we have, we reinvest and save more. Yeah. So is everybody in favor of a single? Oui. Moi, je pour demander qu'on fasse parvenir de Breuville, puis Smith Falls, qu'on leur demande qu'ils nous envoient les 3 dernières copies. C'est tout. L'affaire, c'est que là, on a une preuve. On le sait. Je ne sais pas si j'avais une preuve. Quand je regarde ici, tu as Global Adjustment, il est ajusté à tous les mois. Là, ici, ils disent qu'ils payent 7 et 7,98 de Global Adjustment. Et puis, il y a des mois que ça monte à 9 cents, d'autres mois, c'est 7. Ça varie à tous les mois. Puis, tu as seulement 75% de ta consommation que tu vas bénéficier de leur prix. C'est écrit dans le contrat. Monsieur Lalonde, on n'a pas de garantie qu'on va voir qu'on va sauvegarder de l'argent, mais avec l'historique qu'on voit, avec le monde d'LAS qui nous parle, puis avec des autres municipalités qu'on a contactées, on voit qu'on a eu des savings, si je pourrais dire ça, pour la zone. C'est quelque chose qu'on va faire un rapport pour le Conseil chaque année pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous autres. Puis, comme on dit, après 1 an et demi, 2 ans, après le contrat est fini, on pourrait s'en débarrasser de ce programme-là. L'autre chose, c'est que... Excuse, tu avais une question?
J'allais dire, il y a plus de 250 000 personnes qui ont signé les contrats. Aujourd'hui, ils voudraient tous débarquer dedans. Et puis, ils ont toutes difficultés. Il y en a un qui vient de débarquer le 13, que j'ai travaillé sur le dossier. Ça, c'est des compagnies. Il y en a des compagnies qui sont bonnes, il y en a des compagnies qui ne sont pas bonnes. Elles autres sont seulement pour les municipalités, puis c'est la province qui supporte ça avec EMO. Tu as raison, mais c'est quelque chose qui est fait pour les provinces. L'autre chose qu'on va venir, M. le maire, dans le futur, c'est un autre rapport pour street lights, puis avec les LED. Ça, c'est un projet séparé de celui-là. Puis on pourrait avoir des... Sur 137 municipalités qui peuvent opter out à chaque année, il y en a 137 qui continuent à être dedans. Je pense qu'on peut passer au vote. Est-ce que... Je vais demander à votre enregistrement. On n'est pas de vote, on peut juste demander pour l'amener à régulière, on votera dessus à régulière. Est-ce que tout le monde est en faveur d'aller d'avant avec le pour la décision? Merci. 10.1, rapport du mois. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Grimard? C'est pas une question qui est nécessairement avec le rapport du mois. Je me souviens que dans le passé, avec notre magnifique aréna Jean-Marc Lalonde, le service communautaire était pour nous amener des options de changer la vocation ou améliorer la vocation. Mais je me souviens pas quand, mais je sais que c'est dans le temps de Mme Lepage. J'ai la semaine passée, M. Boucher aussi a vu la chose, c'est que Hawkesbury a fermé une de leurs arénas. Je l'ai vu, là. Et ils ont fait une piste, j'étais là pour la grande voiture, et je vous dis, j'ai amené une carte du contracteur qui avait fait ça à M. Boucher, et puis c'est quelque chose qu'on va regarder, je pense qu'on va l'apporter dans le futur, mais c'était vraiment intéressant. Si on veut fermer l'aréna complètement, ce serait vraiment un projet qu'on pourrait regarder. Parce que là-bas, il y avait une piste de marche tout autour. Il y avait du badminton, il y avait du tennis, il y avait du fer à cheval. La pétanque aussi. La pétanque aussi. Et puis le promoteur me disait qu'il pouvait faire un mur pour grimper, faire de la montagne, comme du grimpeur de montagne. Donc, il y avait toutes sortes d'options. Le monsieur est prêt à venir faire une présentation ici, n'importe quel temps. Il demande à Laurentide. Il a dit que ce n'était pas un problème de faire une présentation n'importe quel temps. Ma question... Monsieur Boucher, on peut-tu vous intervenir dans votre conversation, les deux Pierres? Monsieur Boucher, je voulais juste savoir si on peut avoir un échéancier, parce que ça fait, à mon avis, plus qu'un an. Est-ce qu'on pourrait avoir un échéancier ou une idée quand est-ce qu'on va nous revenir avec des suggestions ou des options à explorer pour l'aréna Jean-Marc? Comme vous savez, notre service, le service communautaire, il opère à réduit. Madame Lefebvre était en partie, on n'avait pas de gérant, on avait un par intérim. Ça veut dire qu'on n'avait pas de coordonnateur. Ça fait qu'à moi et Jean-Luc, on assume 3 rôles comme c'est là. Okay. Le poste va être rempli par le mois d'avril. Et puis, on va pouvoir attaquer plusieurs dossiers, des dossiers de ce genre, plus en profondeur. Mais comme c'est là, c'est restreint notre équipe. Okay. Ça fait que je ne veux pas juste lancer un dossier pour lancer un dossier. Non, mais si vous pouvez nous revenir à la prochaine réunion en disant, écoutez, on va regarder ça, puis on pense qu'en août, on va être capable de revenir au conseil avec des idées, même si c'est juste des idées. Parfait. OK. Merci. Monsieur Boucher, on avait parlé au téléphone, c'est juste pour avoir une plus grande discussion concernant combien de temps de glace qui nous restait dans les arénas. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire un petit calcul. Non, on ne l'a pas fait encore. OK. Juste pour tenir au courant, j'avais parlé à certaines personnes dans le monde de hockey qui disaient que les temps de glace dans les autres municipalités, Hawkesbury, Nation, il n'y en avait plus. Je sais que l'année dernière, il nous restait à peu près 900 heures qu'on n'avait pas utilisées. Si je me rappelle, alentour. 200 heures de crédit. Pardon? 200 heures de crédit. Oui, mais quand même, on a assez de glace, puis on a d'autres municipalités autour qui en ont pas. Alors, ça serait intéressant de... Hawkesbury qui vient de fermer une glace. C'est pas parce que c'est occupé qu'ils l'ont fermé. Non, mais je connais des gens qui vont jusqu'à Chesterville pour louer de la glace, puis ils viennent de Rockland. C'est juste pour dire que... C'est quoi ça? C'est Canadien qui vient de compter. OK, bon. C'est pour ça que je l'entends jamais sonner. Oh!
rare, mais c'est bon. One word faneuf. Ça ne sonnera pas plus pour les sénateurs. Non, c'est ça. Non, mais pour en venir, M. le maire, c'est juste pour dire qu'il y a aussi d'autres associations qui n'en ont pas de temps de glace. Ça serait intéressant, s'il nous en reste, d'aller les vendre. Mais c'est à eux autres de faire une demande. Oui, mais c'est nous autres qui vendent le produit. Ben, c'est eux autres qui veulent avoir un crédit. Non, mais moi, qu'est-ce que j'essaie de dire, si on a du temps libre, 145 ou 175 $, c'est meilleur que zéro. Je trouve que ça serait une bonne idée de peut-être appeler les autres associations pour leur dire on a de la glace disponible. Mais là, les gens vont attendre de réserver, puis ils vont dire on va attendre, puis finalement, ils vont réduire les prix, puis on va. C'est un peu comme les voyages. On n'a rien dit de réduire des prix. C'est fait le prix. Partout à Ottawa, ça. 2 semaines avant, c'est pas loué, et mis sur l'Internet. Ouais. Les clubs de Rockland lose à Cumberland. Le site web pourrait être un bon portail aussi. C'est juste pour dire que instead of letting ice go. Je veux juste faire une note là-dessus. Ottawa, ils ont le même problème que nous. Les sports de glace sont à la descente, puis il va falloir qu'on le réalise. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont plus qu'un sport qu'ils peuvent faire. Est-ce que les gens d'Hawkesbury viendraient jouer ici samedi matin à 7h puis 8h? Je les invite. Tout le monde le savent que 7 à 8, le samedi matin, c'est pas loué, puis dimanche matin. On n'a pas de preneur, mais je ne peux pas aller les chercher. Ils savent que la glace est là. Puis on le circule à chaque année en septembre, quand l'horaire est sorti. Premièrement, nous devons desservir nos associations locales. Par la suite, on le circule à tous, puis même le AA puis le AAA, puis ils n'en prennent pas plus de glace. C'est juste bizarre parce que les deux personnes que je parlais ne savaient pas qu'ils n'avaient, puis ils sont à Chesterville à louer de la glace à 11h le soir pour avoir des pratiques. La seule affaire que je dis, c'est qu'on a de la glace vide, on a des gens qui en veulent. Il faut trouver une manière de faire une connexion là-dedans. En fait, mais Pierre, Castleman, Embrun puis Russell, assez pas avoir de la glace là, est booké bien tête à partir de 6 h des fois le matin. D'habitude, c'est 7 h, mais parfois, c'est à partir de 6 h le matin. C'est des équipes d'Ottawa qui viennent là. Est-ce qu'ils ont 3 surfaces de glace? Non. C'est pour ça, on a 3 qu'on les partage. Ils ont juste une. Alors, on retourne en huis clos. J'ai une question. Oui. Oui. Vas-y, Jean-Marc, on va y aller après. Dave, just a question. We had a big snowstorm. We had our people that did a super job, but the fire hydrant, some of them, we just can't see them anymore. If there was a fire, we'd be in deep, deep trouble. Is it possible? Every year we have that problem, but like today, like we got right now, even the yellow stick coming out, I saw them today, but that much coming out. Yeah. So we'll ask our firemen to carry a shovel when they go for a fire. Actually, if you look at the work program here, there is one element that talks about shoveling out around fire hydrants, and we need to meet with the fire. Should we not give a contract to someone to make sure that we save? To look at it. We have 2 full-time firefighters that are in the Kazam doing nothing, so they could be I'm on a roll tonight. I'm going to talk in English, not because I'm addressing you, Mr. Dartson. It's just I want to make sure that the people at Hydro One, if somebody watches TV, they'll be able to understand what I'm saying. Is that every time I drive my colleague here up the hill on La Bonté, I see some street lights. Beautiful, they're LED and they're beautiful, and they light up the whole street. Thanks, Dave. And it was planned last year. Conroe Street was planned 3 or 4 years ago. We still do not have street lights. Yeah. And I'm not attacking the staff here. Really, the problem is with Hydro One. Yeah. And if Hydro One was in a competition, if there was another wire across the street, they'd all be without jobs tomorrow morning because they don't know. And I'd be surprised if we haven't paid for these street lights already with Hydro One. We probably paid them 2 years or 3 years ago. And we still do not have them. This is highway robbery. It is highway robbery, and we should write a letter
to the president that probably makes $1.7 million or $2.4 million a year that doesn't give a shit what's happening in Rockland. Okay? Here's my take. Does it give up? Bleep that out. Yeah. Do you want to comment on that? I'll be careful. I think Mr. Koppel will send out a status report on the frustrations we're having. I thought Sproul was supposed to put the lights on there. Big word? I thought Sproul was putting the lights on. I guess with council's concurrence, I'd be prepared to give Hydro One a call or go up the line and just see what I can do and write a letter, just do something. It's been an inordinate amount of time. I appreciate the frustration here. I guess we're equally frustrated as staff. So if there's anything that I can do here, maybe getting hold of some senior officials at Hydro saying, hey, what gives? When can we get a commitment? Good. Thank you. I was going to say, if it's a safety issue, give them a deadline and then talk to a lawyer. Yeah. I'm just saying, if we need to put pressure on them to get some lights for safety on this is ridiculous. So I agree with you. I'll see if I can elevate it. Any other questions? Alors, on retourne en huis clos. On ferme ici, on fait l'ajournement ici. Ajournement à 10h32.